love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le JDF, votre journal du fight, émission que j'ai le plaisir de partager toujours avec le manager de la BTT, la Bulgaria Top Team. J'ai nommé Monsieur Guillaume Pelletier. Guillaume, comment ça va? Ça va super bien, merci beaucoup Kevin. Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Eh ben écoute, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous et de vous avoir avec nous. Donc on va lancer les titres du JDF numéro 27. Donc on va commencer par faire un retour sur l'Hexagone MMA qui était aux arènes de Orange, Ouais, tout dans à le fait. Aux sud de arènes la France. d'Orange, Ouais. ce 28 juillet, ouais, le vendredi dernier. Donc il y avait pour main event Greg MMA, Greg bouche la game. On va y venir. Quel combat t'as envie de parler? Qu'est-ce qui t'a marqué? Déjà, est-ce que t'as regardé toute la carte, Guillaume? Ouais, alors effectivement, j'ai regardé toute la carte parce que le combattant qui représente la BTT, donc Adem Afroun, était le premier combat de la carte et le main event, bien évidemment, comme tout le monde, je l'attendais avec impatience. Donc du coup, je suis resté devant le live toute la soirée et ouais, j'ai vu tout l'événement effectivement. Bah, pour te répondre, ce qui m'a marqué, bah, l'endroit, hein, l'endroit, très, très bel endroit. Franchement, belle soirée de la part d'Hexagone MMA. Hem, Endroit mythique, endroit incroyable, ça rajoutait vraiment quelque chose, l'entrée des combattants et tout, c'était, tu sais, en mode gladiateur, c'était Ouais, c'est vraiment beau. clair. Ouais. Maintenant, si je peux donner un point négatif, beh, comme je l'avais dit sur le JDF de la semaine dernière, pour moi, c'est la carte, hein. Hexagone, malheureusement a toujours ce problème, j'ai l'impression de qualité de fight card. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, sincèrement, je pense qu'on peut faire beaucoup Ah, mais mieux. tu parles de par les enfin, pas les rankings, mais les scores Oui, qu'ils étaient en négatif? entre autres par les rankings, par le fait effectivement que 75 de la carte était avec des combattants négatifs. Je je pense qu'il y a possibilité avec les moyens Hmm. mis en place, il y a moyen de faire beaucoup mieux, je pense, en termes de Alors, fight card. Guillaume, moi j'ai envie de me permettre de te dire que ça, c'est de ton point de vue en tant que manager et Tout à fait. matchmaker aussi de cartes, mais pour, Ouais. tu vois, le public, le fan de MMA lambda, en fait, ils s'en fichent un peu. Ils Ce n'y qu'ils voient que veulent, du c'est, feu. voilà, ce qu'ils veulent, c'est du spectacle. Tout Et à pour fait. le coup, on l'avait dit dans le précédent JDF, et là, ben, il y a eu que des finishes. Ouais. Donc tu vois, en fait, le fan, il s'est régalé. Moi, j'ai eu des collègues à moi du club de MMA de mon village qui sont allés. Ils m'ont dit c'était génial. En fait, ils en ont eu pour Bien leur sûr. argent. La seule reproche, je pense, qu'on peut faire, c'est Greg MMA qu'il a été trop rapide, tu vois, pour finir le Mmh. combat. Les gens, ils sont restés sur leur faim. Mais Tout à fait. c'est bien, tu vois, d'avoir les deux angles, en fait. De Alors, ton point de vue à toi, qui est très si je qualifié ouais, dans le si je truc. peux rebondir, ta remarque, en fait, elle est très juste. J'ai envie de te dire que ça, c'est un peu de la déformation professionnelle. Si tu veux, moi, ce que je mets en avant et ce que je regarde, c'est la qualité des combattants, leur ranking, leur sherdog, enfin leur record et cetera, tu vois? Maintenant, oui, je te rejoins tout à fait. Pour le fan standard de MMA, il n'y voit que du feu parce que lui veut voir, des finishes, il veut voir des KO et cetera. Maintenant, si je peux rajouter donc un deuxième point négatif à ça, tu me dis qu'il y a eu aucun combat n'a été à la décision, je crois, tu m'as dit, hein? Alors, il me semble, hein, peut-être, je crois que j'en ai loupé un ou deux, mais il me Ouais, semble que tous les combats ont été. Peut-être je me OK. trompe, hein. Peut-être Mais du l'inform coup, j'ai envie de te dire que quand tu as que des finishes dans une soirée, bah, c'est aussi révélateur justement de combats qui sont parfois déséquilibrés OK. et notamment, bah, on va revenir dessus, hein, autant en parler tout de suite, le fameux main event, que tout le monde attendait, quoi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je te fais parler, dis-moi tout. Allez, Greg MMA, ben Ouais. franchement, ouais, j'ai été déçu. J'ai été déçu en fait que ça va aussi vite. Mais en fait, je me dis à quoi on pouvait s'attendre. On a un Greg MMA qui est au top de sa forme, qui on le voit sur la chaîne YouTube Karate Bushido, qui s'entraîne avec les meilleurs. Pour moi, il est même meilleur que certains combattants qui sont, tu vois, qui sont Bien plus sûr. jeunes que lui. Donc en fait, c'était difficile d'y trouver un adversaire euh, qui aurait pu le mettre en difficulté. Mais je pensais quand même il était italien, hein. Je suis désolé, Ouais. j'ai oublié son prénom, mais je pensais vraiment qu'il allait y faire un peu plus de tort, tu vois, qu'il allait lui donner un peu plus Le fil à d'adversité. retordre. Ouais. Voilà, tout à fait. Et ça n'a pas été le cas, notamment le coup de poing de tornade qui a fait beaucoup parler de lui dès le début. Hein, C'est hein. vrai que, tu sais, à ce moment-là, j'ai vu que c'était mal enquillé, quoi, tu vois.
Ouais. Alors, tu sais, par souci d'équité, j'ai critiqué le choix des adversaires de Jérôme Le Banner au MMA-GP et en fait, je serais très malhonnête de dire que le match-up était super, pour le combat de Greg MMA, tu vois? Donc effectivement, je pense qu'il y avait mieux à proposer à Greg MMA. Je pense qu'il aurait été bien qu'il y ait un peu plus d'adversité, tu vois? Parce que clairement, bon, on sentait moi, si tu veux, encore une fois, des formations professionnelles, quand j'ai analysé les statistiques, je me suis dit et je t'avais dit que ce serait une boucherie. Aussi pourquoi? Parce que le combat était en catchweight à 90 kilos, que Greg MMA a été pesé à 90 kilos. Moi, je vois un petit peu son physique, c'est pas un mec qui fait 90 kilos, tu vois? Donc c'est un mec qui a cuté pour faire 90 kilos, tandis qu'en face, le gars est arrivé les mains dans les poches à 88, tu vois? Ouais, il y avait une Tandis que différence de Greg physique, ouais. voilà, tandis que Greg MMA, il a dû reprendre, 6-7 kilos derrière, donc il y avait presque 10 kilos d'écart entre les 2 combattants. Bah, aussi en observant un petit peu les derniers combats de son adversaire, notamment, bah, justement l'avant-dernier, hein, qui a duré que 6 secondes, on pouvait s'attendre à ce même genre de combat. Donc ça, c'est pour le point négatif. Je pense qu'on aurait pu offrir une meilleure, opposition avec un peu plus d'adversité, je pense que ça aurait été bien pour tout le monde. Déjà pour Greg et aussi pour, le public, parce que j'ai cru comprendre que beaucoup de gens étaient déçus, hein, du fait que ça a été, extrêmement vite. Je sais pas Ouais, ce que non, tu en tout penses à fait, toi? tout à fait. Même les personnes qui étaient m'ont relayé cette information-là. Le nom de son adversaire, c'était Jean-Luca Lociero. Voilà, Ouais. je voulais quand même mentionner son nom et saluer son courage quand même d'avoir été dans la cage face à un Greg MMA. J'ai envie de le dire, il est dans son prime quand même, tu vois. Et moi, ce que j'ai Ouais. adoré, c'est l'entrée de Greg MMA. On a senti dans son regard un peu le regard qu'il disait qu'il avait à l'époque du Pride. Et franchement, moi, j'aurais pas aimé être à sa place. Et dès qu'on l'a vu, tu sais, lors du face-à-face, c'est la première fois que là, j'ai senti qu'il avait pas envie d'être là, le mec, le combattant en face, tu vois. Je sais pas si tu Ah l'as voilà. senti. Alors je voulais en venir justement à ça et je te remercie de me faire la passe décisive. Je voulais te dire, déjà Greg était impressionnant. Physiquement, sincèrement, c'est impressionnant. Je crois qu'il a 45 ans, je veux pas lui rajouter une année ou 2. Il me semble 44 ou 45. Physique impressionnant, hein. C'est une machine. Ah ouais, c'est un monstre, hein, c'est un monstre. Maintenant, on a vraiment senti que son adversaire, il avait pas envie d'être là, quoi, tu vois? Il avait Ah, c'est vraiment clair. pas envie d'être là, que ce soit à la pesée ou que ce soit dans le face à face, les quelques secondes qui ont précédé le combat, on sentait clairement, il savait pas trop ce qu'il faisait là, quoi, tu vois? Maintenant que j'ai énuméré les points négatifs, on va parler des points positifs. Bah, les points positifs, c'est le retour de Greg MMA qui a fait beaucoup parler et ce genre de retour, c'est toujours très, très bon pour le MMA en général, le MMA français. On a besoin que ça parle. Donc aussi pour rebondir, sur la présence de Jérôme Le Banner au MMA GP, pareil, on a besoin que nos anciennes légendes, fassent du bruit et entre guillemets, nous, se servir de leur nom pour rameuter un petit peu plus de public qu'on n'a pas l'habitude de toucher, tu vois? Parce que là, pour le coup, je pense pas que Greg MMA, c'était un public de fins connaisseurs. Je pense que c'est plus un public de généralistes, tu sais, qui aiment la bagarre Bien et qui sûr. sont venus. Donc c'est extrêmement bien, qu'on ait pu avoir ce combat et qu'on ait pu avoir Greg MMA. Comme j'ai dit, physiquement impressionnant. Maintenant, moi, j'ai beaucoup aimé, c'est l'attitude de Greg MMA. Ah, j'ai adoré. Greg MMA a fait une interview avec nos confrères de La Sueur, si je ne me trompe pas. Ah, j'ai trouvé l'interview incroyable. Ouais, j'ai pas eu le temps de la regarder encore. Ah, il faut que tu regardes, je l'ai trouvée extrêmement touchante J'ai parce vu qu'en des fait, il a passages, ouais. parlé il a parlé de ses peurs, en fait, tu vois? Il a parlé de ses peurs et de ses craintes. Je trouve ça très noble de le faire parce que tu sais, on veut toujours tous faire les bonhommes en mode: «Ouais, moi j'ai peur de rien, tu as vu, je déboîte tout le monde» et cetera. C'était une interview très intéressante qui peut être très inspirante pour les combattants de la nouvelle génération. Comme quoi tu peux avoir beaucoup d'expérience, tu peux être expérimenté aussi des médias parce que c'est un stress en plus les médias, tu vois? Et tu peux malgré tout avoir à composer toujours avec ce stress, comme le fait Greg MMA. Je l'ai trouvé très touchant, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'en connaître, plus sur ce personnage parce qu'en fait, on voit uniquement ce qu'il montre à travers, Karaté Bushido et j'ai beaucoup aimé le personnage. Là, pour te Moi, dire la vérité, ce moi, tu sais, reportage de ouais. cette vidéo de la sueur, pardon, cette interview, Mm. était très bienvenue. Ça a permis d'en savoir plus sur le gars. Tu sais, parfois, tu peux le trouver à travers les vidéos un peu hautains, tu vois? Un peu tu vois ce que je veux te dire? Ouais, mais en fait, moi j'avais déjà vu des vidéos de lui, des interviews, notamment celle chez The Rob, tout ça, où il se livre, tu vois. OK. Et OK. là, il avait pas de combat, il était pas en train de vendre son combat, c'est pour ça que j'ai pas totalement regardé l'interview.
qu'il a fait OK. chez La Sueur. Mais du coup, en fait, Greg, c'est un personnage et c'est une personne à part entière, même un peu unique, tu vois, j'ai envie de dire. Il a ce trait de caractère qui fait, et je pense que c'est pour ça qu'il est beaucoup aimé. Alors après, Mmh. sur Karaté Bushido, on retrouve l'esprit sportif, mais c'est vraiment la mentalité à l'ancienne, tu Ouais. vois, même sur son alimentation, sa façon de voir la vie. J'ai envie d'aller plus loin. Bon, on va pas rentrer dans la psychologie, mais tu vois, le fait qu'il me semble, il veuille pas d'enfants, tout ça. Enfin, c'est vraiment quelqu'un unique et il y en a pas deux comme lui. Et je pense que ouais, Mmh. tout le monde a quelque chose à tirer de sa personnalité. Ouais. Donc ça Bien sûr, m'étonne bien pas ce que sûr. tu dis, tu vois. Et pour finir du coup là-dessus, je pense que du coup c'est une franche réussite pour tout le monde parce que malgré le combat extrêmement rapide, bah, aujourd'hui tu peux remarquer que tout le monde veut voir le retour de Greg. Ah, On bien a sûr. tous impatience de savoir contre qui, sera son prochain combat. C'est la Donc pour le question, coup Guillaume. que ce soit ouais, C'est que la ce soit question. Tu pour me fais une lui. passe D, c'est la question. Moi alors si tu fais, si ton sous-entendu est dirigé vers Ibra, Bah, moi j'y crois pas du tout. Ah, j'y crois pas du tout. Justement, moi, j'ai échangé avec des fans de MMA. Ils m'ont dit, bon, maintenant, on veut le OK. voir face à Ibra. Alors, Mmh. on rappelle qu'il y a des règles. Est-ce que tu peux nous les rappeler? Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a des règles, mais il faut savoir aussi que Hexagone, d'après mes informations, va organiser au mois d'octobre aux Pays-Bas. Donc, pour le coup, ça pourrait être la place parfaite pour faire ce combat, un petit peu à l'instar de ce qu'Ares voulait faire avec Ragnar. C'est le fait de détourner un petit peu la loi. La loi, elle dit quoi? La loi, elle dit que Greg MMA aujourd'hui doit avoir un record, il me semble, de 6-4. Donc, il a 10 combats. Tout D'accord? à fait. Tandis que Ibra a 0 combat professionnel en MMA. Par conséquent, ils n'ont pas le droit de s'affronter. C'est aussi simple que ça, en fait. Il doit Il y a faire il y a un trop combat en professionnel. non, même s'il en fait un, ça ne suffira pas. Il faut qu'il en fasse maintenant au moins 5, tu vois? Et c'est tout à fait normal, tu sais, on peut pas faire affronter quelqu'un qui a jamais combattu en MMA contre quelqu'un qui a 10 combats, tu vois? Et pour Donc pour le détourner la coup loi, il n'y avait pas une histoire que si on va à l'étranger et qu'on revient sur le sol français, on peut faire un combat? alors là, en fait, c'était OK pour Ragnar parce que Ragnar, on voulait le faire combattre en professionnel en MMA. Donc il suffisait qu'il combatte une fois à l'étranger pour avoir le statut de professionnel et ensuite il pouvait venir en France combattre, contre quelqu'un comme lui qui avait moins de 5 Moins de combats. 5, ok. Voilà, sauf que là, pour le coup, Greg en a 10. Donc aujourd'hui, le combat, il n'est pas faisable. Il faut pas que les fans de MMA attendent ce combat sur le sol français, il n'aura pas lieu. Par contre, je pense que c'est clairement, c'est possible, c'est faisable à l'étranger. Il faut que ce soit, tu sais, dans un pays Ah, francophone ou d'accord, frontalier, ok. tu vois? Ouais, Tu comprends? l'organisation peut se déporter à l'ailleurs et Bien quand sûr. même. Ah, d'accord. Ah oui, donc ouais, Oui, ce combat, il oui, pourra quand Kevin. même avoir lieu, mais pas Ouais, en parce que France. pour expliquer du coup aux gars qui nous suivent, quand tu organises en France, tout ce que tu fais est soumis à l'autorisation de la FMMAF, la fédération de MMA française, d'accord? Si Hmm. tu vas organiser en Belgique, tu passes sous le code du sport belge, qui est totalement différent. Il y a aucune, contrainte, en ce qui concerne le nombre de combats, Ok. égal ou pas égal, tu vois? Donc à l'étranger, effectivement, c'est possible. Maintenant, pas en France. D'accord. Bon, ben en tout Voilà. cas, je pense que c'est le combat que tout le monde veut voir. La suite, en plus, j'ai cru comprendre que Greg avait signé pour quelques combats. Donc voilà, on va le OK, revoir et on espère c'est cool. avoir une opposition. Et en tout cas, c'est cool pour le MMA français. Voilà. Bien sûr, tout à fait. On va parler d'autres combats. Bon, Adam Afroun qui a malheureusement perdu son combat, c'était en ouverture de carte. C'était face à son adversaire Nicolas Bivol. Ben, franchement, faut Ouais, saluer les deux. Ils ont mis beaucoup d'intensité. ouais. Adam Afroun qui a 18 ou 20 ans, je sais Il plus a exact. 20 ans, tout à Il fait. a 20 ans, il était à 2-0. Ouais. Il faisait donc voilà, c'est un jeune, hein, donc cette défaite, comme tu le dis souvent, ça fait toujours chier pour le palmarès, mais je pense qu'à son âge, ça va lui servir d'expérience et il va revenir encore plus fort. Je pense qu'il y a eu un problème au niveau un peu de la gestion d'énergie. Tout Ils à ont fait. commencé trop fort les deux, quoi. C'est exactement ça. En Ok. fait, Adem a commis beaucoup d'erreurs, on va pas se mentir, il a commis beaucoup d'erreurs. Tu vois, comme quoi j'ai la facilité, moi, à critiquer mes combattants. J'ai aucun problème avec ça. Quand ils font un mauvais combat, il faut le dire. Là, la gestion de l'effort d'Adem a été mauvaise. Trop de crochets, tu sais, la tête en bas sans regarder ce qui se passe. Je pense qu'il y avait une trop forte volonté de la part d'Adem de finir vite le combat. Peut-être aussi la pression d'avoir combattu chez lui devant son public. Tu sais, il avait envie de faire le show et de mettre le chaos de la soirée. Donc en fait, il y a que des, comment dire? C'est bizarre ce que je vais dire, hein,
mais il y a un gros point positif, c'est qu'il y a que des axes d'amélioration. Moi, je te promets, si Adem, fait son combat sérieusement, il le bat, il le bat, il est clairement au-dessus. Aujourd'hui, malheureusement, il a très mal géré son effort et il l'a payé cash, tu vois? Donc il faut que ça serve de leçon. C'est toujours ce que je dis aux combattants: perdre, ça fait chier, mais c'est pas trop grave si tu reviens meilleur et si tu as tiré des enseignements. Maintenant, si tu reviens et que tu refais les mêmes erreurs, dans ce cas, tu es un teubé, tu vois? Et je sais qu'Adem, du coup, va en tirer les bonnes conclusions, va faire les réglages nécessaires et va revenir meilleur, de cette défaite. Voilà. Deuxième combat, il y avait Yacine Chatou, Chtatou, Ouais, vs Mathieu Moya. ouais. Ah ça a été une guerre, hein. On l'a vu d'entrée, ça a commencé. Yacine, il me semble son surnom c'est la bagarre, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ah mais Euh, horrible. Par contre, ouais, Mathieu Moya, qui était ceinture noire de JJB, il me semble, il vient de la team MNSL, là. C'est la Montagne Noire ou je crois quelque chose comme ça. Enfin, c'est un club qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps là, et bah, il l'a soumis. C'était une clé de bras, il me semble. Ouais, ouais, Je vous passerai pas l'image dans le podcast, mais ouais. c'était très dur, mais ça fait partie du MMA, quoi, j'ai envie de dire, Bien sûr. malheureusement. Mais c'est fou qu'on n'arrive pas à le voir à haut niveau. À l'UFC, on voit pas beaucoup ce genre de finish. Et là, dans. Non, non, mais tu sais, excuse-moi de te couper, Ouais, vas-y, à vas-y. l'UFC, c'est plus compliqué de voir ce genre de finish parce que les combattants sont mieux préparés, parce que les combattants commettent moins d'erreurs et en fait, si tu veux, le niveau entre les combattants est beaucoup plus proche à l'UFC et par conséquent, c'est beaucoup plus dur. Sauf que tu vois, là, par exemple, dans le cadre de ce combat, on a Yassine Chtatou qui était un super, enfin qui est toujours un super striker. Donc pour le coup, la différence était énorme dans le striking. Mais en revanche, dès qu'on allait au sol, Mathieu Moya était bien plus fort au sol. Donc en fait, on a des écarts de niveau, Hmm. dans le MMA entre les combattants qui sont énormes encore aujourd'hui, tu vois? Maintenant à l'UFC, tout le monde sait défendre ce genre de clé. Tout le monde sait ne pas se mettre en difficulté pour pas arriver à cette, conclusion, tu vois? Donc c'est pour ça qu'on voit ça moins souvent, tu sais? C'est comme 2 bons joueurs d'échecs, bah, la partie, elle va être un peu longue parce que, bah, tu vois, tu as compris Ah, il où y je a veux en du venir. niveau, bien sûr, bien sûr. Voilà, Et moi, bah, j'ai une là, c'est un peu question à te pareil. poser, Guillaume, vis-à-vis de ça. Ces images-là qui sont peut-être un peu dures pour un public qui n'a pas l'habitude, tu vois. Est-ce que ça, c'est pas mal pour le MMA français, tu vois, le public français de voir ce genre d'image, tu vois, cassage de bras. Ça peut être bah, tu sais, même pour un mec comme moi, hein, avec de l'expérience, hein, quand tu vois ça, c'est toujours, c'est impressionnant, hein. Moi, sincèrement, j'ai été très impressionné, bah, c'est toujours dur, effectivement, c'est des images qui sont dures. Maintenant, en fait, pour rassurer les gens, ce qu'il faut savoir, c'est que même dans le football, tu as parfois des tibias péronés, hein, qui sont faits en plein match. Je me rappelle notamment à l'époque où Hatem Ben Arfa était à Newcastle, il me semble, une sortie du gardien, je crois. Ah non, je crois que c'était un milieu de terrain qui lui met un tacle, sur le tibia, fracture, tibia péroné. Enfin, Ouais, oui. pourquoi est-ce que je dis ça? Et je prends l'exemple du football, on peut retrouver de graves, traumatismes et de graves blessures dans tous les sports. Il faut pas, uniquement être focus sur le MMA et se dire qu'il y a des blessures graves. Donc ça peut arriver dans tous les sports, même en gymnastique, hein, tu sais, tu fais une mauvaise réception, de du trampoline ou de je ne sais pas quoi, tu peux te blesser très gravement, tu vois? Donc, je pense pas que ce soit contre-productif pour le MMA. Maintenant, effectivement, ce sont des images qui sont impressionnantes, hein, c'est clair, c'est En clair. tout cas, il y a aussi un staff médical, il y a des ambulanciers, il y a des docteurs. Enfin, voilà, l'intégrité des combattants, elle est préservée, hein, quoi qu'il en soit. Bien sûr. Et on souhaite bon rétablissement à Yacine. On Ouais. va passer au prochain combat, c'est l'Aïd. Voilà, enfin le combattant s'affiche à l'écran si vous l'avez pas vu. L'Aïd Zerouni de la bonne école, la team de Montpellier. Ben, beau combat aussi, hein. Franchement, ça a commencé très fort hein, face à Ouais, Crésus Mokima. Donc c'est ça, on a senti beaucoup de déception. C'était un combat qui a commencé fort aussi, hein. Donc voilà, magnifique victoire de l'Aïd au sol, tout à fait. qui était sur le dos, mais qui a réussi quand même à, il me semble, placer une Kimura. Ouais, c'est ça, mais Laïd, on le connaît, hein, c'est quelqu'un qui a un très gros sol, donc pas de surprise. Je crois même que je te l'avais prédit cette victoire, lors du dernier JDF. Il Ouais, y avait un vrai écart de niveau entre les 2 combattants. ouais, c'est vrai. La différence Son physique, elle adversaire était impressionnante. voilà, voilà. Je pense que son adversaire, à mon avis, hein, j'en tire à la conclusion il a beaucoup de combats. Je pense qu'il a combattu dans des catégories de poids bien inférieures par le passé
il a dû avoir bah, attends, bouge pas, on va regarder tout de suite. Il a dû avoir une grosse coupure, il a dû prendre beaucoup de poids et revenir en middleweight, je pense. OK. Tiens, regarde, je te le fais rapidement. Tac, tac, tac. Donc oui, ah oh là, oui, oh là, il a combattu à 66, son adversaire. Ah ouais! Et là, c'était à 84. Donc voilà, donc mauvais choix, on va dire. Ouais. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de poids et qui est revenu, 70, 77, 84, 3 catégories au-dessus. Bon, je crois que ça méritait un petit régime parce que la différence de physique, de gabarit, de puissance, elle est fatale à ce niveau, quoi. Bon, Laïd qui demande la ceinture. D'ailleurs, je vous dis en exclu, pour les auditeurs du JDF, Laïd sera dans le podcast d'After Fight très prochainement. Voilà, vous le retrouverez en Bravo. interview. On a Adama Diop contre Anthony Morel. Il me semble que c'est le combat où il y a eu un speedy backfist, si je dis pas de Ouais, bêtises. bah, même on peut parler de spinning back elbow même, parce que c'est avec le coude qu'il l'a Ah, c'était touché. avec le coude, c'était avec le Ouais, coude. Ok, ok. ouais, Donc ouais, impressionnant. franchement impressionnant. Ouais. Ouais, bah, encore une fois, si je peux apporter un côté critique, 2 combattants, peu expérimentés, du coup, il y a eu trop d'intensité en début de combat. J'ai envie de te dire fort heureusement qu'il y a eu un chaos rapide parce que sinon on aurait eu le droit à un combat très long et très ennuyeux parce que je crois que les 2 étaient totalement à bout de souffle et à bout de force. Mais ouais, non, impressionnant, hein, impressionnant, sincèrement, ouais, fallait le tenter, fallait saisir la chance et ouais, bravo, franchement rien à dire. Il y avait aussi Axel Nobu contre Roland Slonoki. Je suis Ouais, désolé, j'ai pas vu ce combat malheureusement, ouais, donc je pourrais pas en parler. Ensuite, il y avait Cédric Séverac, pareil, qui vient de la même team que Mathieu Moya, OK, face à Alix et Jean-Guillaume. ouais, Euh, c'était un beau combat, franchement, ça a fini en sang pour Cédric, mais ouais. voilà. Non, mais c'était un beau combat, c'est un Ouais, duel, tu sais, c'est toujours l'opposition de style, le striker contre le gars du sol. C'est vrai qu'attention, hein, debout, il fait mal, hein. Il est dur, hein. Il a combattu au BKFC il y a pas très longtemps, la plus grosse organisation mondiale de bare knuckle. tu parles de C'est Alix ou de... non, 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 de Sévrac, D'accord, Sévrac. ok, ouais, Oui, tu as vu, tu étais même pas au courant parce que personne n'en a entendu parler, ça a pas fait de bruit, ok. mais il a combattu au BKFC, dis-toi, aux États-Unis. Enfin, je sais pas si c'était aux États-Unis, mais c'est l'organisation américaine. Attends, je peux te le dire rapidement où est-ce que c'était. Mais, ah, c'est un mec solide, c'est un Ouais, mec vraiment solide. Il a combattu en Angleterre, mais voilà, au BKFC à Londres. Donc c'est un incroyable. mec qui a un gros striking, hein, c'est du très solide et voilà, Alix, ce que j'ai aimé, bah, enfin, ce que je savais déjà de lui, c'est que c'est un combattant très intelligent. Voilà, il a compris assez rapidement que debout, il y avait beaucoup de dangers. Donc il en est arrivé à la très bonne conclusion qu'il fallait emmener les combats au sol et c'est ce qu'il a très bien fait. On passe au prochain, Walter Gazza vs Soufiane Ouais, Oudina. Eh ben, victoire de Soufiane, hein. Voilà. ouais, Ben, franchement, magnifique combat. Moi, j'ai beaucoup aimé le combat en lui-même parce que le premier round était assez difficile, mais Soufiane a su revenir et a trouvé la solution, j'ai envie de dire. Donc, franchement, ouais, magnifique. Le discours d'après, euh, magnifique. Enfin, voilà, ouais, tout ouais, tout à qui est au fait. top. Soufiane, c'est vraiment une personne que j'apprécie. Il a, pareil que Greg MMA, on disait, ça a l'air d'une personne qui a des belles valeurs Ouais. et ça fait plaisir. Il vient de Lille, il fait partie de la team. AFC de Roubaix. Voilà, donc d'ailleurs, il y avait Michael Lebou dans son coin. Il y avait aussi Mmh. le coach, j'oublie son prénom. SBA, Soufiane. SB, voilà, Ouais. Sofiane, l'entraîneur de la team. Donc franchement, magnifique. Ouais, Voilà. tout à fait. Bah, heu, Sofiane, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié, j'ai beaucoup de respect. Bon, déjà, je le connais bien de par le fait qu'il s'entraîne à la team, à l'AFC comme tu l'as dit. En plus de ça, il est venu en Bulgarie donc bon, on a eu l'occasion de beaucoup échanger. Je suis très content. Je suis content, très, très, très content qu'il ait gagné. Je vais t'expliquer pourquoi. Soufiane, toute sa vie, il a été appelé, pour se faire défoncer. On l'a toujours appelé, on l'a toujours mis sur des mauvais match-up, on l'a toujours mis sur des combats où, c'était un peu pour le caser, tu vois? Un peu, il fallait quelqu'un, donc on lui a proposé le combat et je suis content. Il tient un petit peu sa revanche, tu vois? C'est quelqu'un qui a souvent été mal utilisé, tu vois? Et je suis vraiment content pour lui, tu vois? C'est quelqu'un de très haut niveau. Sincèrement, je le trouve très complet, je le trouve très fort, je trouve qu'il a une très, très, très bonne lutte.
un très bon sol. Bah, on a pu le voir, hein, d'ailleurs. Non, je suis content pour lui, c'est quelqu'un qui mérite, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a d'excellentes valeurs. C'est un bel exemple, je pense, pour les nouvelles générations. C'est quelqu'un qui a un beau discours, c'est quelqu'un de motivant quand tu l'écoutes et je suis vraiment content pour Sofiane. Ça, c'est vraiment cool. C'est une belle victoire. Ah, puis le discours d'après combat, je me C'était rappelle fou plus de rire. exactement des mots, mais c'était magnifique. Donc voilà, enfin, hâte de voir la suite pour lui. Il me semble qu'il avait combat. En plus, il venait d'une défaite au MMA-GP face à Tout à fait. Dubois. Ouais, Donc voilà, mais Soufiane qui a franchement, ouais. voilà, à revoir. On espère le revoir très vite. On va passer donc au combat pour la ceinture. Samantha Jean-François vs Laura Balin. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat, Guillaume? Bah, pour être très honnête avec toi, je pensais que ce serait le combat le plus équilibré de la soirée et pour le coup, ça a été le plus déséquilibré. Samantha Jean-François a totalement roulé sur son adversaire, lui a fait une démonstration. Elle est forte, hein. Sincèrement, c'était impressionnant. J'attendais pas Samantha Jean-François à ce niveau ou alors j'attendais pas son adversaire à ce niveau justement qui m'a peut-être déçu un petit peu. Je pensais que ce serait un combat beaucoup plus engagé, beaucoup plus serré, mais pour le coup, elle lui a roulé dessus. Vraiment, impressionné. Bah, en tout cas, ça promet pour la suite, hein. Samantha qui est pour moi à le niveau UFC. Tu me diras si je me trompe. Oui, mais c'est pas possible pour plein de raisons Oui, malheureusement, Kevin. ok, Bah, on va parler de son record, elle est à 8-6, donc ouais, malheureusement c'est compliqué c'est pas et vendeur. je crois que son âge aussi va poser problème, tu vois? Compliqué, compliqué. On en a fini pour Hexagone. Voilà, le main event, on n'y revient pas dessus. Ben voilà, très très beau show. C'était plein. Franchement, hâte de voir la suite. Il me semble qu'il y a une prochaine date à Béziers. Semaine prochaine, tout à Semaine fait. magnifique. Semaine prochaine. Au top. Ben, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir pour la semaine prochaine sur la carte en détail. Tout à fait. On va passer à une interview. Je voulais échanger avec toi sur Cyril Gann, Ah qui a OK, fait chez nos confrères de la sueur. ouais. Voilà, j'ai la photo qui s'affiche à l'écran. Pourquoi j'ai envie de parler de cette interview avec toi? Parce qu'on a vu un nouveau Cyril Gann concernant un peu son comportement sur le combat qu'il va avoir contre Spivak. On l'avait jamais entendu parler comme ça, tu vois, dire que cette fois-ci, il a envie de le défoncer clairement, de lui rentrer ses phalanges dans sa tête. Et je voulais savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses? Et moi, je suis un peu étonné, tu vois, de le voir changer comme ça, alors qu'on l'avait connu, bon gamin, tu vois. Il est revenu sur beaucoup de propos au niveau de la Ouais, défaite de John Jones. Au final, il était piqué quand même. Il a dit qu'il avait chialé, tout ça. Donc, ouais. en fait, j'ai l'impression que, est-ce que c'était vraiment la bonne personne qu'on avait à l'époque, tu vois, ou c'est peut-être le manque d'expérience? Tu vois, il y a un changement de personnalité chez lui, j'ai l'impression, après je le connais pas, mais j'ai cette impression-là, tu vois, en ayant vu quelques passages de cette interview, parce que je ne l'ai pas vue en entière, elle était trop longue pour moi. Alors oui, je l'ai regardé l'interview pour te dire la vérité, je l'ai Super. regardé, je trouvais ça très intéressant. Alors le truc de j'ai envie de lui mettre, mes phalanges dans la tête et cetera, tu vois? Bon ça, moi j'y crois, comment dirais-je? Évidemment qu'il veut le faire, mais je pense qu'il s'est senti le besoin de parler de cette manière parce que c'est ce que les gens ont envie d'entendre. Donc il donne aux gens ce que les gens ont envie d'entendre, tu vois? Donc moi, en fait, c'est pas ça que je vais retenir de l'interview. Ce que je vais retenir, moi, c'est les passages où il parle, tu sais, des gens qui l'abordent dans la rue, au restaurant, tu vois? Ouais, Qui ça lui je l'ai donnent vu des ce moment. conseils. Hem il y a plein de trucs qui m'ont fait réfléchir dans son interview, un peu à l'image de l'interview de Greg, Bouchelaguem, tu vois? À un moment, il parlait et je pense qu'il a tout à fait raison. Il dit, «Étant donné que j'ai perdu, ma force est devenue une faiblesse». C'est-à-dire qu'à l'époque où on me voyait jouer à la play, on me disait: «Ouais, tu as vu le mec, il est trop fort, il est sans stress, il s'en bat les reins, il est tellement détaché que c'est pour ça qu'il arrive à combattre libéré», tout ça et aujourd'hui, c'est ce qu'on lui a reproché. Le fait de jouer à la play, le fait De de pas être danser. voilà, le fait de pas être concentré sur le combat et en fait, tu as vu comme quoi, tu peux monter très vite, très haut, mais tu peux aussi descendre très, très vite, tu vois? Le sport, hein, de haut niveau, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose de sans pitié. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Il a une super philosophie, hein, par rapport à ça, tu vois? Quand il explique qu'il y a des mecs qui viennent l'aborder, qui lui disent, «Ah attends Cyril, la prochaine fois tu nous fais ça comme ça», tu vois? Et tu as vu, il fait quoi? Il dit, «Ouais, ouais, ouais, tu as vu parce que
Parce qu'il accepte le jeu, en fait. Le jeu médiatique fait qu'aujourd'hui, c'est un porte-drapeau pour la France Ah oui. et que par conséquent et ça, c'était une phrase qui était magnifique, il a cité Zidane, je crois, où il dit: «Étant donné qu'il est porte-drapeau, il appartient aux Français, en fait et à partir du moment où il appartient aux Français, il y a des choses que tu peux pas te permettre». Notamment, tu sais, le mec qui t'approche au restaurant quand tu es en famille et qui vient te dire: «Ouais, mais Cyril, pourquoi tu as fait la clé de cheville là?» Tu vois? Tu as envie de lui dire: «Ah vas-y, casse-toi, toi, laisse-moi manger tranquille», tu vois? Mais il y a des choses que tu peux pas faire parce que tu es un porte-drapeau et que tu dois renvoyer une certaine image et je l'ai trouvé touchant sur certains propos, je l'ai trouvé, raisonné, je l'ai trouvé, intéressant. Non, c'était une belle interview, très, très belle interview. Et on va passer à la nouvelle du combat. Non! Non, 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 Pourquoi? je veux Pourquoi? ton avis à toi. Je Ah veux ben ton moi, avis, qu'est-ce moi que tu en as pensé? j'ai donné mon avis. Moi j'ai dit que voilà, j'avais pas, j'avais trouvé ça un peu bizarre, tu vois, le fait qu'il fasse un peu de trash talk, Mmh mh. on le connaissait pas trop sous cet angle. Après, ouais, non, interview touchante, hein. Moi, je t'ai dit, Euh, hein, je pense qu'il donne aux gens ce que les gens veulent entendre. oui, Je oui, oui, pense oui, tout qu'on à on fait. l on lui a conseillé de faire ainsi, on lui a dit, Ouais. «Bon Cyril, les gens ils veulent Ben, t'entendre dire: "Je vais lui casser sa gueule", tu vois? Dis hmm. ça s'il te plaît», tu vois? Tu vois? Je Ouais, pense ben, qu'il a juste servi aux gens ce qu'ils voulaient entendre. ouais, je sais, franchement, je sais pas parce que on a l'habitude du bon gamin et là j'ai Mmh mh. l'impression que euh, il est un peu parti le bon gamin, tu vois. Alors après, je peux comprendre que là, avec le déferlement médiatique qu'il a pris face à John Jones, C'est rude, hein. ça change un homme hein, de prendre des choses comme ça Ah, sur ça un... te change un homme. C'est pas du... c'est pas du Coca Zéro là. Big up à Ah, Clément Marcoux. non, Non, mais non, mine de mais rien, c'est vrai, hein, c'est dur, hein. donc voilà. Mais et ça sert d'exemple aussi. J'ai envie de dire, malheureusement, Ouais. ça sert d'exemple pour les autres combattants. Donc voilà ce que j'en ai Tu pensé. Ouais, je veux pas tout ramener à moi, excuse-moi, mais tu sais, ça me rappelle à moindre échelle, tu te rappelles le premier combat à l'UFC de Benoît Saint-Denis? ouais. On s'était fait déglinguer, mais qu'est-ce qu'on s'est fait déglinguer partout, tu vois? À un moment sur la sueur, il y a un intervenant qui dit que Benoît, il a eu plusieurs commotions cérébrales et cetera. On s'est fait déboîter partout, tu vois? Et aujourd'hui, tu vois, il y a un vrai engouement autour de Benoît. Les choses vont vite dans le sport. Ça Le change, sport, ouais. c'est ouais, le sport, c'est cruel, tu vois? Donc quand tu dis, pour rigoler: «Ça te change un homme», mais oui, je pense que ça te change un homme. Je pense qu'effectivement les remarques, les mauvais commentaires, quand on te chie dessus, hein, comme ça, parce qu'il faut être honnête, hein, Cyril Bah Gane, oui. on lui a chié dessus, hein. Franchement, c'est rude, hein, c'est Ah, ça a très, été très dur, dur, hein. quoi. Même moi, Oui, tu parce vois, que qui adore Cyril Gann, quand je parle à des gens qui connaissent pas grand-chose, ah, t'as vu, il a perdu, ah, il aurait oui, pu faire plus. Enfin, les gens, ils se rendaient pas compte alors de alors John que Jones, en 6 fait, mois tu vois. auparavant, c'était un demi-dieu, Ouais, c'est vrai, c'est vrai, le c'est gars, vrai. tu vois? C'est dur, c'est dur. Maintenant, comme je dis toujours, c'est comme ma présence à moi, regarde aujourd'hui avec toi, hem comment dire? Je pourrais m'en passer moi, tu vois? Mais quand tu choisis certains métiers, par conséquent, tu es exposé, tu vois? Ça fait partie du package, en fait, tu es obligé Ouais. d'être exposé, tu vois? Et en fait, tu peux pas prendre que les bons côtés. C'est-à-dire que ça fait partie du jeu, tu vois? Il faut l'accepter. Parfois, moi, je lis des commentaires, ça m'est arrivé à mon sujet, tu vois? Ça blesse, tu vois? Ça blesse, mais ça fait partie du jeu, il faut l'accepter, tout simplement. Et il le résume parfaitement, hein, il l'a parfaitement compris et voilà, je lui souhaite moi sincèrement, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup de choses quand je l'écoute, Cyril Gann. Je le trouve vraiment, motivant comme je disais tout à l'heure. Voilà, j'allais lui dire: «Je lui souhaite le meilleur Ben pour le 2 justement, septembre». j'allais dire, moi, je lui souhaite la victoire. J'espère que tu lui souhaites aussi, Guillaume, hein. Je lui souhaite un bon combat en tout cas. Ça, c'est honnête, c'est sincère. Je lui souhaite un bon combat, comme je Bien souhaite à sûr. son adversaire un bon combat. Maintenant, comme je l'avais déjà expliqué, j'ai beaucoup d'amitié pour son adversaire parce que c'est quelqu'un qui a même dormi chez moi, tu vois? Donc c'est quelqu'un que je connais bien. Je suis allé chez lui en Ukraine, il est venu chez moi à Marseille et cetera. Donc voilà, j'ai plus de proximité avec son adversaire qu'avec lui, tu vois? Bien Donc sûr. voilà. Moi, je souhaite aux 2 un bon combat tout simplement, en fait, si tu veux et que le meilleur gagne, c'est aussi simple que ça. Magnifique. Ben, je pense qu'on va, Super. voilà, super. On va terminer le passage. Non, je voulais juste rajouter que aussi dans le début, c'est, je crois, c'est Rust qui dit ouais, on t'a pas vu sur beaucoup de Ouais. podcasts, tout ça, et que il a dit bah, quand tu gagnes, quand tu perds, on t'es pas trop sollicité. Moi, je voulais juste dire que si je le sollicite beaucoup, Cyril Mmh. Gann, et si tu nous écoutes, si on a la chance de te compter parmi nos auditeurs, ben franchement, t'es le bienvenu, que ça soit sur le journal du fight ou sur After Fight, vraiment, parce que moi,
ça serait un kiff de pouvoir te poser quelques questions et voilà, et force à toi pour ton combat. Voilà. Bien sûr, mais c'est une remarque encore une fois qui est intéressante, hein, tu vu? Quand tu perds, tu as moins de sollicitations. Mais c'est comme ça fait partie du game. Tu sais, moi, je reproche rien à personne. C'est comme ça. On peut pas prendre encore une fois que les bons côtés, tu vois? On peut pas prendre que les bons côtés. Le sport est ainsi fait. Le sport est cruel, que ce soit le foot, que ce soit n'importe quel sport. Voilà, ça fait partie du business tout simplement. Et sur la carte de l'UFC Paris, on vient d'avoir l'officialisation du combat de Taylor Mmh. Lapillus. Ouais, Voilà, ben, c'est une signature enfin, c'est un combat qu'on attendait parce qu'il avait déjà signé à l'UFC depuis l'UFC Paris dernier, en fait. Il y était. Il a juste eu une blessure au poignet ou à la main. Donc oui. là, ça y est, c'est officiel. Il y sera. Donc, ben, qu'est-ce que t'en penses, toi, Guillaume? Avant que je rebondisse. Bah, j'en pense que, moi, je me suis posé des questions à un moment quant au fait, qu'il soit vraiment signé à l'UFC, parce que c'était très étrange, le fait qu'il soit pas appelé comme ça pendant 1 an. Donc c'est cool qu'il soit sur la carte de l'UFC Paris. Moi, on m'a beaucoup posé la question justement, «Tiens, qu'est-ce que tu en penses?» machin et cetera. Tu sais, comme en plus j'ai beaucoup de proximité avec, les gens avec qui il travaille, tu vois? Donc ça a créé du débat. Je sais pas quelle était la raison qui a autant bloqué, mais c'est bien qu'on puisse le retrouver. C'est un représentant français. Donc même si, par le passé, comment dirais-je, on a eu quelques différends, ça reste un représentant tricolore et par conséquent, c'est cool de l'avoir sur la carte et on espère qu'il va gagner. C'est clair. Il affronte Mouyin Gafourov, donc, qui est un. Boucherie, Ouais, boucherie. Ouais, ouais. ouais, c'est un adversaire solide quand même qui prend. C'est un adversaire solide, mais c'est pas un adversaire du calibre de Taylor Ouais, Lapillus. Taylor, il est trop fort, hein. Pour Ouais, rappel, ouais, Taylor, il était à l'UFC, il était parti alors qu'il était sur des victoires. ouais. Donc là, il y retourne et il a pris une ou deux ceintures. Non, il a pris une ceinture à l'ARES. Je sais plus s'il en avait pris Alors je une ou crois deux. qu'il a fait alors il me semble qu'il avait fait une double ceinture, dans une orga allemande. Je Ouais, vais te dire ça très rapidement si tu me laisses 2 secondes. vas-y, vas-y. Je me rappelle qu'il avait fait une double ceinture au GMC. Il avait fait double ceinture là-bas. Non, voilà, lui, il a fait son 18 parcours hors victoires, UFC, hein. 3 défaites, Bien sûr, donc sa place est méritée, tout à très fait, beau pas de problème. palmarès. Ouais. Voilà, j'ai entendu beaucoup de gens qui ont dit la seule chose qu'on regrette, c'est qu'il soit pas commentateur sur RMC Sport. Mmh mh. Moi, je veux bien prendre sa place. Je regrette Et pas bah, du voilà. tout qu'il y pas, place aux jeunes. Non, mais en tout cas, c'est Exactement. cool. Et je pense que lui, franchement, il préfère être dans la cage que commenter, quoi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc force à Taylor pour son combat. On manquera pas d'être à fond derrière lui. Guillaume, on passe à la BTT News. Oh bah, ça va être très rapide, hein. Ça va être très, très, très rapide. Sur le mois d'août, c'est clairement un mois, de vacances où il y a très peu d'activités. Donc nous, sur le mois d'août, on a un combattant polonais qui va combattre au Contender Series, donc qui va combattre pour jouer sa place à l'UFC, décrocher son contrat. Donc on lui souhaite. Ce sera le 8 août à Las Vegas au Contender Series de l'UFC. Tout simplement. Mois très léger, le mois d'août. On peut revenir sur le Cage Warrior. Il y a eu Bien sûr. le combat hier. Ah oui, le combat de Shaj Hack. Bon, on va pas y passer beaucoup de temps parce que moi, j'ai remarqué avec le temps, Kevin, que nos auditeurs, en fait, ont un intérêt uniquement pour les combats de combattants français, tu vois? Et ce qui se comprend tout à fait, tu vois? Il y a pas de Bien problème. sûr. Maintenant, juste pour résumer en 2 mots, Shaj Hack qui prenait un combattant très solide, qui était le champion, des bantamweight, du Cage Warriors. Le gars voulait faire une double ceinture, donc on est descendu en flyweight à 57 kilos, donc un très gros gabarit. Un mec qui a cuté, énormément, hein, qui est descendu d'une caté pour aller, pour faire les 57 kilos. Ça allait être un combat très compliqué. On s'attendait à un combat très compliqué. Shaj a pris son temps, Shaj a laissé passer la foudre, a laissé passer l'orage et a commencé à accélérer dans la troisième reprise et l'a emporté par décision unanime et tout à fait méritée et je suis très content parce que c'est une pour la BTT donc voilà, ça fait toujours plaisir, ceinture du Cage Warriors. Voilà. Et je voulais aussi passer un message de force pour une défaite qu'il y a eu à l'Octagone Ouais. de Abou. Abou Tunkara effectivement, Ouais, donc pour résumer rapidement à nos auditeurs,
il prenait une star, hein, c'est clairement une star en Europe de l'Est. Ivan Buchinger, Buchinger. ouais, un mec qui a quasiment 50 combats. C'était un gros test, c'était un gros test. Moi, j'étais persuadé qu'Abou pouvait passer ce test. Je connais ses qualités, j'étais persuadé qu'il pouvait passer ce test. Heu, il nous a fait 9 minutes incroyables. Il nous a fait, 1 reprise et demie, de totale domination et il y a eu une panne, physique du côté d'Abou. Plus rien en fait, plus rien, plus d'énergie, plus rien en fait. Un trou total, un vide total. Donc défaite malheureusement pour Abou, c'est compliqué en tant que manager parce que tu repars avec une défaite, donc quoi qu'il en soit, c'est du rouge. Mais tu repars avec une défaite en sachant que ton gars était au moins du niveau d'un top européen, tu vois? Donc c'est un peu déstabilisant parce que tu sais pas quoi faire pour l'avenir, en fait, si tu veux. Est-ce qu'on maintient ce level? Est-ce qu'il faut redescendre un petit peu? Enfin, on en discutera gentiment avec Abou, voilà. J'espère que son entourage, s'en occupe bien. Il faut lui remonter le moral. C'est une défaite évidemment qui coûte cher et qui fait de la peine. Excuse-moi, j'avais un appel. Et voilà. En tout cas, force à lui. Nous, on est avec lui et voilà, il y a pas de problème. On va vite le remettre, sur de bonnes rails, sur de bons rails, pardon et heu et voilà, on y retourne dès que possible. Et deuxième message de force aussi que je voudrais adresser, c'est à Claire Lopez, Ouais. qui combattait au Rising pour la ceinture contre une chinoise à 11-0. Vous m'excuserez de ne pas prononcer son nom, les Ouais, gars. c'est mieux, hein. Ouais, voilà. Mais bon, elle a perdu au premier round. Voilà, Ouais. donc bah, c'est dommage. On va pas se mentir, mais ça fait partie du game. Et bon, les images sont fortes, hein. Elle s'est fait étrangler, mais ça fait partie du MMA. Et moi, je voulais quand même saluer le respect et le courage d'aller à l'étranger encore aujourd'hui, alors que le MMA est légalisé sur le sol français, Bien sûr. d'aller dans cette organisation prestigieuse, le Rising, pour aller affronter en plus une de leurs combattantes, clairement. Et déjà d'être en est arrivé là, c'est déjà beau. Donc voilà, je tenais à saluer tout ça, même Bien si sûr. la performance et la victoire n'y est pas, mais ça n'enlève en rien le courage et l'audace Bien qu'a sûr, Claire bien sûr. Lopez. Voilà. Bah, j'ai envie de te dire, tiens, là, c'est un carton jaune que je vais m'auto-attribuer. Pour le fait de ne pas avoir parlé de Claire Lopez, précédemment. Le problème, c'est que chez nous, ici en Europe, on parle très peu du Rising et de tout ce qui se passe, du côté asiatique. Maintenant, elle avait fait une très grosse performance lors de son dernier combat, qui était passé malheureusement un petit peu inaperçu, hein et on est coupable, hein, parce que toi et moi, on n'en a pas parlé, par exemple et on aurait dû. Mais Claire Lopez, moi, c'est toujours une athlète, que j'ai suivie. J'ai toujours aimé son style, justement parce que c'est une athlète. C'est une fille extrêmement physique. Je crois que c'est une ancienne gymnaste, il me semble, de haut niveau et voilà, c'est une fille qui sait tout faire, hein. C'est une fille qui frappe extrêmement fort, qui a de la lutte du sol, qui est plaisante à regarder. Tu sais, elle fait pas partie de cette catégorie de combattantes, heu, chiantes, j'allais dire. Enfin, tu vois, ennuyeuses à regarder. Non, vraiment, elle y va. Non, c'est une belle combattante et il faut vraiment souligner ça. Il faut vraiment souligner son courage, comme tu l'as dit, le fait d'aller au Japon, affronter la favorite, la championne. Voilà, même si le résultat est pas celui qu'on espérait, respect à elle et on espère, pardon, la revoir très bientôt. Et on va passer à l'UFC 291 qui avait lieu hier soir. Attends, tiens, viens, on passe à notre deuxième carton jaune. Ouais, Une autre vas-y. personne qu'on a oubliée. Tu te rappelles, on en a parlé en Ah off. oui, 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 oui. Ouais. Ah et pourquoi? Parce que, Vas-y. un auditeur nous l'a rappelé dans les Ouais, dans les commentaires commentaires. et il a très bien fait de le faire. Il a très bien fait de le faire parce que sincèrement, c'est pas normal qu'on ait oublié. Ouais. Puis on Moi-même, cherche. tu ouais, moi-même, je m'autocritique. Il faut qu'on pense à parler, tu vois, de tout le monde et tu sais Dylan Salvador, donc on parle de lui, c'est un peu Ça s'affiche à particulier parce que l'écran, ouais. je crois que c'est un combattant qui s'est expatrié, qui vit aujourd'hui aux États-Unis. Donc en fait, on peut le considérer plus comme un Ricain qu'un Français aujourd'hui, tu vois? Enfin non, pas malheureusement, il reste français et du coup, il faut surtout pas qu'on l'oublie. Donc voilà, Dylan Salvador pour rappel, affrontera Bolaji, un Belge, le 29 août au Contender Series. Et ça, pour le coup, c'est un super combat. Bolaji, c'est un super striker, et Dylan Salvador, c'est un super, super striker.
tu vois? Donc pour le coup, non, c'est un vrai duel de striker. Je pense que là, ça va vraiment s'enfiler dans ce combat. C'est un combat que je vais essayer de regarder. Si je peux être devant, je vais vraiment le faire parce que là, je pense que ça sera un vrai duel, qui va rester debout et ouais, j'ai hâte de voir ça. Donc force aux 2. Et on va passer donc à l'UFC 291. Est-ce que tu as regardé la carte, Guillaume, déjà, avant toute chose? Ou J tu as est-ce vu qu'il faut que passer? je est-ce que tu veux que je sois honnête ou est-ce que je te mens? Non, sois Non, honnête. non, pour être honnête, Et puis, on va pas parler de tous les combats, c'est juste le combat, je pense, qui t'intéressait le plus sur cette carte. C'est c'est ça, celui dont un de tes combattants est dans cette catégorie. c'est ça. Dustin Poirier vs Justin Gaethje. En fait, j'ai regardé que ce combat-ci et le co-main event, tu vois? Uniquement. Alex Pereira, Blachowicz. Ouais. Alors moi, déçu du combat Blachowicz-Pereira, je pensais vraiment qu'il allait avoir un finish. Voilà, après, je n'ai pas envie de commencer à rentrer dans les polémiques, vol ou pas vol. Moi, je trouve que ce combat, ça pouvait aller d'un côté comme de l'autre. Voilà, Ouais. après, les critères de notation, je sais que ça a changé tout ça et je laisse à des analystes bien meilleurs que moi pour parler et décortiquer le combat. Mais voilà, mais surtout, moi, c'est Justin Gaethje, Dustin Poirier que je voulais parler avec toi. Franchement, Ouais, magnifique. Magnifique le ouais. combat, ce qu'il a fait Justin Gaethje. Et franchement, Justin Gaethje qui était sous-estimé un peu, étant donné en plus Oui. qu'il a perdu le précédent combat et, euh, et que aussi là, bah, il n'était pas favori. Franchement, mais Justin Gaethje, il est très très fort. Il trouve des angles. Il a un striking. Moi, pour moi, c'est l'un des meilleurs à l'UFC. Je veux pas mettre que le fait qu'il est Trevor Whitman, mais Trevor Whitman, pour moi, c'est un génie. Et la manière dont il a travaillé, et, euh, et en fait, le finish, là, le kick, c'est exactement ce que Kamaru Usman s'est pris par Leon Edward. C'est ça, c'est exactement ça. C'est le même style, le jab Ouais. suivi du high kick. Alors encore une fois, tu parlais de son coach, heu, il faudrait voir est-ce que ça a été préparé? Si Ouais. ça a été préparé, c'est un coup de génie. Sincèrement, si c'est préparé, c'est un coup de génie parce que moi, de mémoire, j'ai pas souvenir de voir Gaethje envoyer des high kicks. C'est Ben, pas il du en tout a sa mis un dans le spécialité. premier round, hein. Il en a mis un Oui, quand tout même. à fait, mais c'est pas sa spécialité, en fait. Non, On bien sûr. l'attend pas sur ça, en fait, tu vois? C'est Ouais. pas ce sur quoi on se dit: Oui. «Oh, les high kicks de Gadget», tu vois? Ouais, c'est C'est pas clair. du tout ce qu'on se dit, tu vois? Et impressionnant. Non, non, ce sont des hommes à tout faire, hein, ce sont vraiment des hommes à tout faire, et c'est là où c'est plaisant, c'est que les gars, en fait, peuvent aller dans tous les compartiments du MMA et encore une fois, j'ai bien aimé l'attitude de Poirier, hein. C'est vraiment un bonhomme, hein. C'est la grande classe, hein, ce mec, hein. Quelle classe ce gars, quelle classe à la sortie de la cage et cetera. Il est venu voir après, Gaethje, le féliciter. Quelle classe, Parce que là, il s'est fait quelle classe. déconnecter, hein. Il s'est fait Ouais, déconnecter. ouais. Enfin, c'est impressionnant la frappe de Gedji. Et voilà, comme tu disais, il n'est pas connu pour ce genre de geste, mais en tout cas, là, clairement, est-ce que toi, tu penses qu'il pourrait avoir sa revanche contre Charles Oliveira ou Islam Makhachev? Est-ce que c'est un combat que tu as envie de voir? Ouais, Ouais. ouais, ouais, ce serait un beau combat, effectivement, ce serait un beau combat. Maintenant, attention, il faut attendre de voir ce qui va se passer entre Oliveira et Makhachev. On n'est pas à l'abri d'une surprise. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Personne ne voit Oliveira gagnant. Attention les gars, attention, attention, attention. Ah, de toute Je me façon. permets, hein, j'étais Ouais. un petit peu déconnecté pendant 2 secondes parce que j'étais en train d'envoyer un message à ton invité mystère, Ah, en justement, voilà, on arrive à la fin voilà. et j'allais J'étais passer. en train de lui dire que tu seras dispo dans 10 minutes, hein. Super. Parfait. L'invité Et mystère. C'était dans ouais, quelle c'est ça. émission ça, l'invité mystère? Je sais plus les gars, mais J'ai justement, ben oublié. voilà, Guillaume en parle. J'ai oublié de vous le dire en début de podcast. Il y aura une surprise. Guillaume a tenu à vous faire plaisir, à vous remercier pour toute l'attraction que vous donnez au JDF, tous les Bah, je commentaires. vous Et ai, c'est ça exactement, il nous excuse-moi de a te mis couper. bien et la Ouais, bienveillance qu'il y a, parce qu'on en parle beaucoup en off avec Guillaume. Quand on regarde et qu'on lit les commentaires, on dit mais quelle team on a en fait. Et ouais. aujourd'hui, vraiment, on est fiers. Même si voilà, on fait pas des 100 000 vues, mais en tout cas, de Il y faire. a pas besoin, il y a Ouais, pas besoin de 100 quand on 000 voit la vues. qualité des commentaires, il n'y a pas besoin. C'est ça. Ce qu'on se disait, en fait, il vaut mieux une communauté qui soit présente avec de vraies questions, de vrais intéressés, plutôt que d'avoir, 100 000 vues avec des mecs qui te disent, «Ouais, force les gars», tu vois? Non, non, Ouais, je suis vraiment content. Donc oui, effectivement, je vous ai concocté, une petite surprise, tel, Philippe Etchebest, derrière ses fourneaux.
Voilà, j'espère que vous apprécierez les gars. J'allais dire comme Maïté, tu vois? Tel Maïté. Non, non, Ah non, non, c'est Philippe fini Etchebest, ça. c'est Ouais, nous. c'est clair, En ça plus, passe on a mieux. le même coiffeur, tu vois? Donc, Ouais. ouais, non, j'espère que vous apprécierez les gars et encore une fois, merci à vous et pour finir avant ça, est-ce qu'on se ferait pas deux trois commentaires avant de terminer? On y va, on y va, on y va. Allez, let's go. Let's go. On prend les plus récents comme d'habitude. Allez, on y Voilà. va, c'est parti et merci les gars, encore une fois, c'est Ouais, merci incroyable, les gars. ouais, ouais, ça fait super plaisir. D'ailleurs, je voulais dire, on est à chaque fois sur le JDF, on est 2500 à regarder à peu près. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, dans les statistiques, il y a encore 60% de personnes qui n'est pas abonnées. Donc les gars, aidez-nous, donnez-nous de la force, abonnez-vous. Ouais, c'est important les gars, faites-le, ça coûte pas grand-chose. Je crois même que c'est gratuit, donc profitez-en et en tout cas, nous, ça nous donne de la force et c'est vraiment cool. Du coup, je vais pas m'auto, féliciter parce qu'il y a plein de très bons commentaires à mon égard, mais j'ai pas envie de les lire parce que ça fait trop, le gars qui se la raconte. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à JCVD, merci à on a une bonne remarque de, Slick8716 qui nous dit: «Désolé pour la dernière fois, la ressemblance était plus sur le caractère Ouais. physique». Il y a aucun problème, il y a pas de désolé, j'ai pas du tout pris mal, c'était au contraire même très rigolo donc non, non, te casse pas la tête, il y a pas de problème. Je vais me permettre de lire la question de Arya Veikkonen 7696 qui nous dit: «Bonsoir messieurs. Question pour Guillaume, combattant de la BTT qui s'entraîne» ah, on croirait un truc de qui veut gagner des millions. Regarde, je te donne pas le nom du mec. Combattant de la BTT qui s'entraîne à l'US Métro. Déjà 4-0, fight divertissant, apparition au LFL, belle gueule, se vend bien, bon travail sur les réseaux, je suis Nikita Leshukov. En clair, depuis ses débuts pro au HFC, je vois non seulement un gros prospect, mais aussi un combattant qui semble s'adapter aux nouveaux enjeux médiatiques. En bref, je suis super hypé de ça. J'espère un petit ding sur l'exclu. Alors, tiens, c'est intéressant cette question. Je suis à l'heure actuelle en train de travailler avec mon cher collègue JB. Pourquoi pas pour voir Nikita sur une ceinture en fin d'année? Parce que justement, j'aimerais lui apporter encore plus de visibilité. J'aimerais lui apporter un petit truc supplémentaire où les gens vont se dire: «Ah ouais, ah lui c'est chaud, ah lui c'est chaud». Donc pour tout vous dire, je suis en train de travailler sur l'opportunité d'une ceinture au mois d'octobre. Voilà, je peux pas en dire plus pour l'instant, mais oui, Nikita Leshukov, bon voilà, c'est un des talents de la BTT. On en a quelques-uns, on en a même pas mal à la BTT, hein. Comme vous le savez, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup sur le futur. On se contente pas du présent et voilà, il fait partie de ces mecs sur qui on a mis beaucoup d'espoir et on attend beaucoup de lui. Donc voilà, je te Moi, laisse lire il une y avait un question. commentaire de Edjar Aoui 3381. Je remarque que Kevin et Guillaume, ça fait K et J comme King and de J de la sueur. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai, Incroyable. c'est vrai, c'est vrai, Et les c'est gars, vrai. on n'essaye pas du tout, du moins, de ressembler à ce podcast. Force à eux, ce Ouais, qu'ils je font. voulais m'appeler le King, mais malheureusement ce mot était déjà pris donc du coup je ne l'ai pas fait, hein. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, bah, on me demandait qu'est-ce qu'on pensait de ce podcast et est-ce que c'était une idée de faire quelque chose de semblable à celui-ci? Bah, moi je pense qu'on se différencie, de ce que eux font. Parce que nous, il me semble, on parle de toutes les teams, on parle de toutes les organisations. Regarde, on vient de parler 30 minutes d'Hexagone. J'ai pas souvenir que sur ce podcast, ils aient parlé beaucoup d'Hexagone. Je pense que c'est vraiment dirigé dans une direction bien précise pour mettre des choses, bien précises en lumière plus que d'autres. Moi, je pense qu'on fait la promotion de tout le monde, on parle de tout le monde et voilà, je pense que c'est ça qui nous différencie. Après, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais je dis juste que nous, on est un peu plus, généraliste que ce qu'eux peuvent faire. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que c'est un podcast que j'écoutais dès les débuts et avec le temps, ben, je m'y suis un peu perdu. Comme tu dis, on sent que c'est dirigé vers une direction et peut-être qu'à la différence de nous aussi, les sujets ne sont peut-être pas aussi préparés et je tiens à le dire, moi, j'ai aucun briefing avec Guillaume de ce que je dois dire Mmh, ou pas. Je suis libre de parler de tous les sujets. En fait, je dis bien cette sûr. remarque pourquoi? Parce que moi, j'ai
j'ai regardé certains King et 2G où j'attendais des sujets qui n'étaient pas abordés. Et je me dis en tant que média, en tant que journaliste, je me dois Oui, parler de certains sujets je inévitables, comprends. surtout si j'ai un manager en face de moi, tu vois, de quel sujet je veux parler. Mais voilà. Et moi, c'est ce que j'ai dit à Guillaume, je veux dire, je parle de tous les sujets, je me verrais pas en esquiver en fait, sinon Non, ça non, pénalise nos auditeurs et c'est un bien peu sûr, le fruit de notre travail et c'est la richesse pardon, du podcast, c'est voilà, de pouvoir parler de tout et d'avoir bien sûr. l'avis de Guillaume sur tous les sujets. Mais comme je te l'ai dit une fois Kevin, hein, même en off, hein, même Mm. s'il y a un sujet dans lequel tu vas me mettre dans le dur, Et c'est ce que sur un j'essaye de faire bien souvent. Croyez-moi, les gars, eh beh, c'est ce que j'essaye parce que c'est ce que je recherche. C'est voilà qu'il n'y ait pas de complicité ou qu'on croit que. Alors bien sûr que on va parler de la Bulgaria Top Team, c'est inévitable. C'est aussi une plateforme oui, mais d'exposition, ça à fait partie partir du du moment où jeu. tu reçois le manager de la BTT, on peut pas reprocher aux gens Vo- de parler de la BTT, tu vois? Tout à Ça, c'est fait. normal. Non, mais voilà, mais bien évidemment que je vais mettre en avant le management de la BTT, mais je veux pas que en mettant en avant ta team, j'en oublie certains. Et d'ailleurs, tu vois, on s'est auto-adressé des cartons jaunes, donc voilà, c'est pour Ouais, dire ouais, que tout vraiment à on fait. a à cœur de parler de tout le monde. On Ouais, continue petite pour le coup. réponse, si ça ne te Vas-y. dérange pas, à Open Mind, qui me pose des questions sur le BTT Training Camp et la façon dont ça va être filmé sous forme d'épisode ou pas. Donc oui, oui, ce sera sous forme d'épisode, un petit peu à l'image de ce qu'on a fait l'année dernière. Je pense dans le même format, plus ou moins. D'après les retours que j'ai eus, les gens avaient kiffé. Après, n'hésitez pas à me donner vos idées parce qu'en fait, avec les médias qui vont se déplacer, on est en train de discuter. Est-ce qu'il faut faire un petit épisode de 15 minutes par jour ou est-ce qu'il vaut mieux en faire un de 45 minutes tous les 3 jours pour en faire que 3 sur la durée du camp? On ne sait pas trop encore sous quel format bosser. Donc les gars, n'hésitez pas, toutes les idées sont bonnes. Si vous avez des suggestions, on est là, on les écoute. De toute façon, on vous réserve un JDF spécial Training Camp de la BTT où on aura toutes les infos, tous les coachs, les combattants. On va avoir le listing. Ça aussi, Ouais. Guillaume. Voilà. Tiens, petite question rapide si ça te dérange pas, après je te fais la passe. Il y a une question intéressante d'Amusement MM qui dit, question pour Guillaume: «Est-ce que pour toi le marketing et la communication d'un athlète est de la responsabilité du manager?» Alors justement, moi je pense que non. Comme je l'ai déjà expliqué, moi je me qualifie comme étant un manager sportif, c'est-à-dire que moi je vais gérer ta carrière sportive. Aujourd'hui, j'ai les clés qui ouvrent les portes. Je sais comment te faire monter. Je sais comment t'emmener quelque part et je vais t'aider à le faire. Je vais t'aider à trouver les bons combats. Je vais t'aider à te faire monter correctement et on va essayer d'aller le plus loin possible. Maintenant, je pense que le staff aujourd'hui d'un combattant doit être quelque chose de complet et que tu peux pas te contenter juste d'un manager qui va tout faire. Un manager qui fait tout, c'est un menteur. On n'est pas capable de tout faire. Moi, je suis un très mauvais communicant. Je suis pas capable de gérer la page Instagram de la BTT, par exemple. Donc, je vais pas me vanter de savoir tout faire, c'est faux. Je pense qu'aujourd'hui, tu dois avoir un manager comme moi qui gère ta carrière sportive. Tu dois avoir un community manager qui gère tes réseaux sociaux. Tu dois avoir un mec spécial qui gère tes sponsoring et tu vas le rémunérer sur ce qui te ramène en sponsoring. Enfin, je pense que tu dois avoir un staff qui est bien composé de cette manière pour être performant. Si tu comptes sur un seul mec pour faire le travail de 3 personnes, ça va être compliqué. Bah À toi, écoute, Kevin. ouais, je lis beaucoup de commentaires. Oh, ça revient beaucoup sur les médias. C'est un sujet qui intéresse vraiment les auditeurs qu'on parle des médias. C'est incroyable. Et d'ailleurs, je salue Clément Marcoux qui a parlé sur un podcast qui a donné de la force à tout le monde. Voilà, et moi je vais simplement retenir que ça pour répondre à tous les gens qui m'ont parlé de la Ouais, ouais, sueur, tout à ceci. fait. Les gars, on est tous ensemble. Voilà, on se donne tous de la force. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, chacun choisit la direction dans laquelle il veut aller. Il y en a qui parlent bien des analyses, qui sont très techniques. Il y en a comme moi qui vont faire des interviews. Voilà, chacun fait comme il veut. En tout cas, force à tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde et tout le monde fait du bon travail. Bien Et on sûr. avance tous ensemble, les gars. On est ensemble. Bien sûr, Kevin. Le truc est que on se compare toujours au numéro un. Aujourd'hui, la sueur, c'est le média numéro Mm. un. Donc on compare notre travail au leur et c'est la raison c'est comme ça qu'on avance dans la vie, tu sais? Heu, je vais pas citer de nom, mais moi, quand j'ai commencé en tant que manager, mon objectif, c'était de dépasser une personne. Je m'étais fixé quelqu'un dans le game en tant que manager, je me suis dit: «En 5 ans, je vais le fumer».
te promets, je vais le fumer» et c'était mon objectif, en fait, si tu veux et en fait, c'est pareil dans n'importe quel corps de métier, tu vois? Bah, là, regarde chez les moi, je me considère pas du tout comme un média, mais pour répondre à ta place, bah, en fait, le but, c'est de regarder ce que le numéro un fait et de te le fixer comme objectif, en fait, tout simplement, tu vois? Si aujourd'hui, c'était Boulox et Ibicho le numéro un, bah, tu serais focus sur eux, voir la façon dont ils bossent et comparé à toi et ça, c'est un truc qui est tout à fait normal, tu vois? Mais oui, j'ai remarqué les commentaires et que les gens aiment bien, qu'on parle des médias effectivement. Mais encore une fois, personne ne fait rien d'illégal. Tu sais, si toi, tu avais envie de parler uniquement de la BTT, personne ne pourrait t'interdire de le faire, par exemple, tu vois? Chacun fait ce qu'il veut, tu vois? On Bien juge sûr. personne, mais on a le droit de faire des comparatifs et de voir qui fait quoi. Juste, je me permets, Aldwin Reader 6527, c'est lui qui nous a parlé de Dylan Salvador, donc merci à toi. Si tu veux en prendre une dernière, Guillaume, vas-y. Ouais, il y a une petite remarque, là, j'ai pas trop compris. Pelletier, il a dit ça à telle ou telle minute, je suis pas d'accord pour telle ou telle raison. Ouais. Je sais pas, c'était exceptionnel, quoi, tu vois? Là, c'est bien la preuve qu'on laisse tout et qu'on lit tout, quoi, tu vois? Bon, en tout cas, beaucoup de messages de Hem, force. Et ouais, bon JDF comme d'hab de Le Chat. Bon JDF comme d'hab, je ne suis pas d'accord avec toi, Kevin, sur le podcast de Clément Marcoux. Il y a des non-dits, langue de bois, cachotterie, aucune critique sur le MMA Factory ou la sueur, malgré de bonnes analyses sur le physique des compétiteurs. Enfin bref, je suis désabonné de la chaîne de Clément Marcoux, Le Chat. Après, on est libre de s'abonner ou pas, tu vois. Ouais, ouais. Après, enfin, j'essaie de pas. En fait, quand j'écoute les podcasts, en fait, il y a des fois, il y a des sujets comme là, tu vois, on a oublié de parler de Claire Lopez plus d'une fois. ouais, On ouais, a pas oublié de parler de Salvador plus d'une fois. Donc voilà, les gars, des fois, quand on fait des médias, faut pas nous en vouloir. C'est pas évident de toujours parler de tout le monde. Et ça, je pense il faut pas tirer sur le média ou la personne qui parle justement, qui oublie de parler d'un tel ou d'un tel. Voilà, les bien gars. sûr, bien sûr. Du coup, pour, clôturer avec ça, on va remercier TitiJF7DX pour son commentaire, Macario5413, BV4501, enfin voilà, encore une fois, beaucoup de commentaires très positifs. Merci beaucoup les gars, ça fait vraiment très plaisir. Heu, Alois, Ouais, les Marc gars, Jean Néré, merci pour toute la force que vous donnez au ouais, JDF. Voilà, les gars, merci beaucoup. N'hésitez pas toujours à mettre des questions. Si c'est des petites questions rapides, c'est sympa parce que quand il y a des gros pavés, ben, comme je dis souvent à Guillaume, je dis bientôt on va devoir faire un épisode ouais, ouais. réponse à vos commentaires parce que c'est quelque chose que justement pas beaucoup de médias font et on tenait à le faire, échanger avec vous, répondre à vos questions. On verra pour faire un live à l'avenir aussi pour que vous soyez Ouais. avec nous en direct, donc on pourra échanger avec vous. Voilà, il y a de belles choses qui arrivent, les gars. C'est le Ah, moment. celui-ci, je suis obligé de le lire, Vas-y, Guillaume, excuse-moi. On a vas-y. Mathieu Lavigne, 62-69, qui nous dit: «Guillaume Pelletier, c'est l'agent français numéro un et de loin sur l'UFC. Bravo à lui pour Guémori». Merci les gars. Je dois t'avouer que depuis les nombreuses signatures à l'UFC là, ces derniers temps, heu, effectivement, je reçois beaucoup de messages, beaucoup de com et cetera. Merci beaucoup les gars. Bon, ça fait vraiment plaisir, hein, encore une fois. Je veux pas faire le faux modeste à dire, «Ouais, je suis juste là pour faire mon boulot tranquille, rien de plus». Non, on se fixe des objectifs et moi, je suis ravi à chaque fois qu'un objectif est atteint. Moi, il y a 5 ans, j'en parlais avec ma femme justement il y a 5 ans. Je disais à ma femme, je disais, «Ah, le jour où je vais mettre un mec à l'UFC, je vais être refait, quoi. Ah, j'attends ce moment avec impatience, quoi» et puis j'ai signé Fares et je me suis dit: «Maintenant, j'en veux 3, tu vois? Et ça y est, on les a. Mais maintenant, j'en veux 5, tu vois? En fait, ce qui est important, c'est de toujours se fixer des objectifs et de pas se contenter de ce qui est fait donc voilà. Mais encore une fois, merci beaucoup les gars, ça fait super plaisir. Et si tu avais un objectif, Guillaume, ça serait d'en mettre combien, sincèrement? Ah là, je vais en mettre 5. Il faut qu'en 2024, on ait 5 mecs à l'UFC et on les aura, on les aura. On les aura. Je te garantis qu'en 2024, retenez bien les gars, on aura 5 mecs à l'UFC. C'est sûr et certain. On va clôturer le podcast Voilà. sur cette belle Ah, parole. on aura 5 mecs à l'UFC en 2024 et dont très certainement, je l'espère, celui qui arrive dans quelques minutes. Merci à Guillaume, vous tous les gars. Bonne soirée, bonne journée à vous tous et à la semaine prochaine. Et rebonjour à tous, toujours dans le journal du fight. Guillaume a laissé la place à Morgan Charrière. Morgan, comment tu vas? Ça va nickel, bonjour à tous. Un plaisir d'être sur After Fight pour discuter un petit peu. Super, en tout cas on est très content de t'avoir parmi nous. Morgan, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement?
Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Morgan Charrière, aussi nommé The Last Pirate, en nickname de combattant. Je combat au Cage Warrior. Ça fait très longtemps que j'ai pas combattu sur le sol français. Je suis ancien champion du Cage Warrior à 66 kilos et j'ai un record de 18-9. Morgan, comment t'as commencé les sports de combat? Euh, J'en ai fait toute ma vie en vrai. J'ai commencé à 7 ans par le judo. J'ai commencé à 6-7 ans par le judo. Ah, mon casque marche plus. J'ai commencé à 6-7 ans du coup par le judo. Ensuite, vers 16-17 ans, je commençais un peu à en avoir marre. C'était beaucoup la même chose. Donc je me suis dit, ouais, je vais faire un sport où il y a plus de percussions, c'est un peu plus complet, où c'est pas tout le temps la même chose. Et du coup, je voulais faire la boxe anglaise de base, parce que dans ma famille, il y a des gens qui faisaient de la boxe anglaise. Donc ça m'est venu assez naturellement de me diriger par là. Et au final, j'ai un ami à moi qui faisait du MMA, donc à l'époque c'était du free fight, qui m'a dit ah, viens avec moi et tout. Franchement, c'est grave stylé, tu vas kiffer, je pense. Je suis allé avec lui et je suis jamais reparti. Et la première fois que t'as vu du MMA, c'était à la télé ou c'était directement en Ah salle? non, direct à la salle. Je connaissais pas le MMA, j'avais pas vu de Pride, du UFC, rien du tout. Je connaissais pas du tout le sport et même l'UFC, j'ai commencé à regarder. J'avais déjà 2 3 ans de pratique de MMA avant que je commence à regarder ce qui se faisait au niveau, quoi, ce qui passait à la télé et tout. Moi, c'était juste pour le kiff de faire un sport de combat. Je m'en fichais un peu, tu vois, des stars ou de ce qui se passait. C'était juste pour pratiquer, quoi. Et pour moi, t'es le premier combattant qui vraiment a été médiatisé dans le MMA. T'as même mis en place une chaîne YouTube où t'avais mis des épisodes un peu Road to the UFC. Ouais. Ça, c'était vraiment un souhait de ta part. T'étais un peu visionnaire. Aujourd'hui, on voit que tous les combattants, ils ont une chaîne YouTube, ils filment un peu leur journée. Ouais, c'était un choix de ma part et j'ai été très visionnaire et très lucide à ce moment-là. C'était vraiment, de un, de faire connaître le MMA un peu, parce que moi, là où j'habitais, dès que je parlais à quelqu'un du MMA, personne connaissait, quoi. Et je me disais, non, mais c'est pas possible. Je me disais, c'est pas possible. Tagué, genre, vraiment, dès que je sortais un peu de ma sphère, quoi, il n'y a plus personne qui connaissait le MMA. Et moi, je trouve encore que c'était un sport de fou et qui a un potentiel qui était inexploité, mais en France, à un niveau incroyable. Et on avait déjà des bons combattants français et tout. Et je me disais, il n'y a vraiment rien, juste parce que c'est pas légal. Il y avait aucune chaîne YouTube, il y avait rien, aucune info, pas de blog. Il y avait juste quelques passionnés qui faisaient des trucs sur Facebook, mais il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en tant que pratiquant ou fan de MMA. Et du coup, je me suis dit, je vais faire du contenu que moi, j'aimerais bien retrouver si je naviguais sur les réseaux, même pour apprendre, trouver des techniques. Tu sais, quand tu es débutant, tu cherches un peu à gauche, à droite le savoir, surtout à l'époque où il y avait pas grand monde et rien autour de nous. Tu cherches des techniques sur Internet, etc. Mais tu parles pas encore anglais, donc déjà, ça te limite beaucoup. En francophone, à cette époque, il y avait que Grégotte qui faisait des vidéos, mais c'était même pas du MMA, C'est de la c'était de la boxe, boxe? Ouais. c'était des vidéos de boxe. C'était le seul mec qui faisait des vidéos sport de combat. Donc, je me suis dit, ouais, je vais faire ma chaîne YouTube et je vais montrer un peu moi mon quotidien en tant que combattant. Voilà, j'essaye de rejoindre l'UFC. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? On verra à travers de ma série. Mais l'objectif, c'est que voilà, tu regardes ma série, tu te dis, ah ouais, faut faire tout ça. Ok, faut que je trouve un manager. Ah, faut s'entraîner, faut combattre. Ah ouais, c'est pas comme ça le MMA. Moi, je pensais c'était un truc où t'arrives, t'es direct une star, t'as des minivans qui viennent te prendre, t'as une belle salle, vestiaire de fou. Non, non, j'ai montré la vérité. Tu vas t'échauffer dans le coin de la salle là-bas, pas de chauffage, machin. Donc voilà, je mettais juste un peu plus de lumière pour déjà casser les préjugés aussi. Il y avait beaucoup de préjugés sur le MMA, voilà, tout le monde est violent, c'est des gogoles qui se battent dans la cage, etc. Donc moi, je voulais montrer plus le côté, voilà, tu vas dans un club, il y a un peu de tout le monde, il y a de tout, toutes les tranches d'âge, toutes les classes sociales, tous les métiers, des femmes, des hommes, des gros, des mecs, des petits, des grands. Voilà, c'était vraiment pour communiquer dessus et puis m'amuser sur Internet. C'est ma génération aussi de faire des vidéos,
de vivre sur Internet. Donc, à travers ça, bah, voilà, je me suis dit, je vais monter mon truc, je vais montrer. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, pas grave. Tu vois, il n'y avait pas spécialement de vision par rapport à ça. C'était juste de communiquer, de produire du contenu dessus. Et moi, j'aime bien créer des choses. J'ai toujours eu un peu ce côté-là. Donc, ça me permettait de créer dans le sport. Donc, les deux trucs que j'aime. Et bah, au final, à un moment, ça a pris. En parallèle, est-ce que tu travaillais ou comment ça s'est fait justement là pour vivre du MMA? Euh, alors, j'ai eu une très grosse période de ma vie où j'ai énormément travaillé pour en arriver là. Donc, bah, j'étais étudiant en STAPS. Et là, je pourrais remonter plus loin quand j'étais en BTS, etc. Mais voilà, je faisais mes études parce que c'était quelque chose d'important pour mes parents et même pour moi au cas où pour avoir une roue de secours. Donc, j'étais en STAPS. À côté, bah, je commençais à faire mes vidéos YouTube, etc., mes montages. À côté, j'avais un travail, donc je faisais des extras en restaurant. À un moment, j'ai fait livreur. Voilà, j'ai fait plein de petits tafs comme ça. Tu n'as pas besoin d'énormes qualifications pour remplir le frigo à côté. Vu que de toute façon, j'étais étudiant, je ne pouvais pas faire des tafs classiques où tu fais du 8, 17 heures, etc. Donc, j'ai fait ça et je m'entraînais en même temps. Le matin avant les cours ou le midi sur la pause déj, le soir après, puis j'allais au taf après, ou des fois je sautais des entraînements pour taffer. Enfin voilà, je m'arrangeais comme je pouvais pour avoir de quoi vivre et faire mes études et mon sport. Et puis à la fin, quand j'ai fini ma licence TAPS, bah, du coup j'ai eu un peu plus de temps. Au début, je me suis mis un peu à taffer et puis très vite, je me suis lancé à 100%. Et je me suis dit, on verra, ça passe ou ça casse. Si ça passe pas, j'arrête et je me remets en Master Staps. Et puis voilà, mais je pense qu'il fallait que je tente. Et Et, et est-ce que tu as eu des inspirations? Justement, j'allais te demander pourquoi The Last Pirate. alors non, j'ai pas d'inspiration. J'ai pas eu d'inspiration. Moi, je suis quelqu'un qui s'inspire pas énormément des gens ou je regarde un peu ce qui se fait ailleurs, mais je réfléchis plus beaucoup tout seul. Je réfléchis énormément, on va dire, ça tourne tout le temps dans ma tête. Et c'est venu assez naturellement. Bah déjà de base, quand je suis arrivé un peu dans le MMA, j'étais un peu dans le One Piece avec Luffy, etc. Donc c'était déjà un peu la piraterie et tout. Et puis au fur et à mesure, je me suis rappelé de pas mal de choses de ma vie. Et puis mon prénom, en fait, Morgan, tu vois, c'est mon père qui me l'a donné. Et m'avait toujours dit, ouais, je t'ai donné ce nom-là parce que c'est le premier pirate qui a annexé la Jamaïque, il me disait. Et du coup, c'est resté en fait au fond de ma tête. Je me suis dit, mais attends. Il y a un truc à creuser là, il y a un truc à creuser. Et puis voilà, j'allais pas juste m'appeler Morgan le pirate arrière, tu vois, c'est pas trop stylé. Donc j'ai embelli un peu le truc et ça donne The Last Pirate, le dernier pirate. Et je trouve que ça me colle très bien. Et surtout qu'à l'époque, quand le MMA n'était pas légalisé en France, c'était très simple. Moi, je combattais que à l'étranger presque. Et bah, c'était vraiment pirate, hein. J'y allais, je partais dans un autre pays et mon but c'était de tout prendre là-bas et de rentrer chez moi. Donc voilà, je faisais des actes de piraterie dans d'autres pays. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien, mais c'est comme les pirates quand ils abordent un navire ou une nouvelle terre. Donc j'ai trouvé le parallèle plutôt sympa et j'en ai fait mon identité. Ah, super, et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup dans le MMA, justement, cet esprit un peu, et ça me fait beaucoup penser tu sais, aux combattants, je sais pas, de l'UFC, je sais pas si t'as vu le pirate, Ouais, euh, Charles Shams- Jourdain. Non, 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 Non. je crois qu'il est pas, il est en Thaïlande, Chapoudinov, Ah ouais? il vient de Il signer, s'appelle quoi? Shamsudinov, et en fait, c'est un pirate un peu, il connaît tout de l'histoire des pirates et tout, Ah, ok, 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 et en ok. fait, il a un œil de verre un peu, donc tu vois le, Ah, je vois de qui tu parles, je vois. voilà, donc Ouais. tu vois, je trouve, c'est un pirate aussi. Non, j'ai parlé de Charles Jourdain parce il fait un peu des trucs de pirate aussi. D'accord, ok. Ah, je Ouais. savais pas, tu sais quoi. Mais enfin bon, c'est quelque chose qui aujourd'hui on retrouve beaucoup dans le MMA. Et pareil, je trouve que tu as été très précurseur de ça. Donc The Last Pirate. On va parler de ton actualité. Tu viens de faire une magnifique victoire au Cage Warrior 153. Mm, mm. Donc voilà, face à un Brésilien. Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu sur ta performance? Et je voulais te poser la question aussi, étant donné qu'il y a l'UFC Paris, est-ce que c'était important pour toi de finir le combat? On t'a senti en contrôle, mais t'as été chercher le Ouais. finish, t'as rien lâché.
Alors pour revenir sur mon combat, alors c'était parce que j'ai vu pas mal de trucs passer où beaucoup de gens ils disaient qu'il était nul et que c'était un no match, etc. Bon, enfin voilà quoi. C'était la facilité. Alors pas du tout. Euh, Son dernier adversaire, c'est Gafurov, je crois, qui va affronter Taylor Lapillus à l'UFC. Donc son dernier adversaire, c'était pour la ceinture du LFA. Il se prend un KO au corps au troisième round par spinning kick. Euh, mais quand tu regardes tous ses combats, certes, il a un record de 15-8, donc il a perdu, il a gagné, mais voilà, il a quand même 15 victoires, pas mal de finish, très dangereux au sol et sur les contres, il va très vite et il est un peu imprévisible. Donc il y avait pas mal de facteurs qui pouvaient rendre ce combat plus difficile, qui pouvaient le paraître sur le papier et qu'on devait contrôler pour pas perdre parce qu'il était dangereux. Dans ses qualités, dans ce qu'il sait faire, il est dangereux. Il a battu un vétéran UFC qui s'appelle Soukama, enfin bref, je sais plus. Un mec à l'UFC qui réussissait pas mal à l'époque où je le suivais, lui, et après, du coup, il a été sorti de l'UFC. Mais il l'a battu. Il a fait 2-3 guerres au LFA pour la ceinture en 5 rounds. Enfin voilà, c'est un vétéran. Le mec, il perd presque que à la décision. Il n'a pas pris tant de finish que ça. C'est un combattant dur au mal. Je regardais tous les combats qu'il avait fait et à chaque fois, les mecs, ils tombaient dans son truc et ça devenait des combats sales et ça partait à la décision et il se prenait des bonnes pêches quand il explose et tout. Et donc, le focus pour nous du camp, ça a été d'être hermétique, contrôler le combat, contrôler le rythme, l'empêcher de rentrer dans son jeu et de développer. Donc, moi, j'ai annihilé son style et je l'ai empêché carrément de s'exprimer. Donc, avec beaucoup de pression. J'ai pris mon temps, je me suis jamais jeté quand je l'ai touché. Je suis un peu rentré dans sa tête avant le combat. Pareil, j'ai vu quelques critiques sur le face-off, etc. Euh, mais la feinte que j'ai faite, en fait, on est là pour combattre. On est là pour combattre. On n'est pas là pour s'amuser ou pour je sais pas quoi. Vraiment, quand on fait un face-à-face, lui et moi, c'est pas moi et les gens autour, c'est lui et moi, droit dans les yeux. Avant ça, en fait, il a beaucoup parlé sur les réseaux, etc. Voilà, qu'il allait m'allumer, blablabla. Moi, je l'avais croisé une première fois en Irlande, dans les backstage. Et je lui ai rentré dedans un petit peu. Voilà, je lui ai demandé s'il pensait vraiment ce qu'il disait, etc. Et cette fois-là, il n'y avait pas eu de répondant face à moi. Voilà, il ne me regardait pas vraiment, il répondait pas vraiment. Donc, je me suis dit, ouais, bizarre pour un mec qui parle et tout, on va combattre quand même. Et donc là, elle a pesé. Moi, j'ai juste testé sa combativité, son agressivité. C'était pour voir dans quel état d'esprit il était. Donc, par exemple, moi, on me fait une faute comme ça à la pesée, tu peux pas te laisser faire. Tu vois, tu vas combattre le lendemain, tu dois répondre quelque chose. On est là pour s'affronter. Et là, en fait, au premier affrontement que je lui donne à la pesée, donc devant tout le monde, on combat demain, tu viens de faire le poids, je lui fais une feinte. Normalement, là, la pesée, ça doit partir en coup. Techniquement, ça doit partir. Il y a quelque chose qui doit partir ou doit se passer quelque chose. Il recule et il fait le clown. Moi, j'avais toutes mes réponses à ce moment-là. Je pense qu'il n'est pas très sûr de lui, il n'est pas très en confiance. Je suis reparti assez serein et le lendemain, j'ai mis en place mon truc. Pression directement sur le reculoir. J'étais confiant par rapport à ce que j'ai pris comme information la veille à la pesée. Et je lui marche dessus, je lis tout ce qu'il fait, je l'empêche de s'exprimer pour le faire craquer mentalement. Mon focus était de le faire craquer mentalement, de le faire dégoupiller, exploser sous la pression pour qu'il fasse des erreurs et que j'ai mon finish. Parce que je sais qu'avec mon coup d'œil, avec la puissance que j'ai, il ne me faut pas grand-chose pour finir. Donc, premier round, voilà, on s'échange. Je lui mets des calf kicks énormes. Et je vois, et c'est le premier, j'aurais même pu être plus malin. Le premier calf kick, il a vraiment fait très mal. Je l'ai vu sur son visage. Il a voulu s'attraper la jambe carrément par réflexe. Si je n'étais pas rentré sur le grand pound et que je lui avais demandé de se relever, peut-être que le combat il aurait été fini au premier round. Mais j'ai fait un autre choix de sécuriser le premier round, vu que voilà, le but c'est de gagner le combat, même si le finish est le plus important. Le but c'est de gagner mes combats, c'est d'arrêter de faire des décisions, split décisions, des machins, de me rentrer dans des guerres de fou juste pour faire plaisir aux gens. Donc c'est que du contrôle. J'y vais, je prends mon premier round, je fais du dégât. Si j'ai la soumission qui vient, tant mieux, sinon pas grave. Deuxième round, je continue à lire bien. Troisième, mon corner, ils m'ont demandé d'aller le finir. J'accélère, il dégoupille sous la pression, il essaie de me mettre des takedowns pas préparés. Moi, j'avais tellement analysé tous ces combats, je connaissais tous
toutes ses skills pour ramener au sol, comment il se comportait quand il était pas bien. Enfin voilà, j'ai fait un travail de fou sur lui, mais vraiment, je pense que les gens ne peuvent pas s'en rendre compte. Et je l'ai touché sur un jab en fait, et après il est parti à fond et il avait mal aux jambes des calf kicks. Il en a fallu 3-4. Il part sur le takedown, je lui mets son sprawl. Avant ça, il avait goûté à de la lutte du sol. Et en fait, il avait aucune solution. C'est un mec, il est ceinture noire de JJB et de l'UTA, deuxième degré. Lui, il pensait que le sol, ça serait sa solution. Dans toutes les phases, je l'ai dominé. Du coup, il a lâché mentalement. Et au moment où il lâche, j'accélère. Je l'allume et fin du combat. Bon, c'était déjà presque la fin, il restait 1 minute. Mais je vais chercher mon finish. Et voilà. Donc, et pour revenir sur ta question sur l'UFC, ouais, c'est quelque chose d'important. L'UFC, c'est dans un coin de ma tête, mais c'est pas mon focus primaire. Mon focus primaire, c'est de faire des finishes, gagner mes combats, continuer pendant longtemps. L'UFC, ça viendra ou ça viendra pas. Je sais qu'il y a l'UFC Paris qui est derrière. J'ai fait mon petit call-out parce qu'on sait jamais. Ouais, ce que t'as dit. Hein. Tu vois, ça mange pas de pain. Bah ouais. Mais j'ai conscience que tu vois, la route, elle peut être assez longue et que l'UFC, ils peuvent me demander plus du fait que j'ai eu pas mal de défaites en début de carrière. Je le comprends, je comprends ma situation, mais j'ai aussi conscience de mon niveau. Et donc, j'essaye juste de rester vraiment hyper focus, de mettre la même intensité, la même intention dans chacun de mes combats. Et je pense que ça s'est vu depuis mon retour. Et je cherche juste à être violent, à faire du mal au mec en face. Et voilà, à continuer ma route tranquillement et faire du grabuge, faire du sale, comme dirait Guillaume, leur faire du mal. Et si je continue à faire des perfs avec des finishes comme ça, l'UFC, ça va arriver. Si c'est l'UFC Paris qui a une petite place pour moi, là en septembre, je serai très très content. Mais sinon, je me bourre pas la tête avec UFC, UFC, UFC. Je profite du voyage. Je gagne, je fais des finishes, je fais des beaux combats. Là, je prends des mecs genre, ils arrivent à me ressortir des mecs sérieux. Là, c'est mon premier combat en plus où j'ai une prépa de 8 semaines. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça aussi. Et ça vient aussi de là. T'as Le eu de la fait que malchance, ouais. le mec, je l'ai annihilé. Donc, Diego Silva, il n'a pas pu s'exprimer parce que mais j'ai pu faire mon game plan là pour la première fois depuis 2-3 ans, même peut-être plus. J'ai eu un adversaire au bout de mon camp. Et j'ai un sérieux pas possible sur mes adversaires. Et ça se voit, du coup, le jour du combat, ça se voit parce que je l'empêche de faire ce qu'il veut faire. Parce que avec mon coin, c'est pas un travail solo. Hein. Avec mon préparateur mental, Eric, on fait des simulations, on fait tout un tas de trucs. On a fait un boulot monstre pour lui, pour être prêt sur toutes les situations, pas penser sur l'UFC Paris, etc. Enfin voilà, vraiment être prêt sur le moment. Avant ça, moi avec Johnny, on a fait un camp de malade. Johnny, il me ramène des sparring toutes les semaines. Je me fais allumer. 3 mecs frais qui rentrent. Il a ramené des mecs d'autres clubs. Il y a des mecs de la Snake, de l'Old School, etc. qui sont venus tourner avec nous. Voilà, on s'entraîne très très sérieusement et ça commence à payer. On a eu quelques galères sur les 2 dernières années et puis là, on sort la tête de l'eau et on est très content. Mais voilà, on reste focus. Si le FC Paris, ça arrive, tant mieux. Mais sinon, on continue et puis on verra la suite. Pour l'instant, je suis encore au cage. Il me reste un combat sur mon contrat. Quand mon contrat il se termine, on verra ce qui me sera proposé. Mais des offres, c'est pas ce qui nous manque. Justement, là, t'es sur 6 victoires au cage, 3 défaites et t'as pris une ceinture. Le Cage Warrior, c'est quelque chose qui te tient à cœur de combattre là-bas. Tu l'as dit en début de podcast que ça fait longtemps que tu n'as pas combattu en France. Pour rappel, la dernière fois, c'était en 2017 contre un certain Saladin Parnasse, si je me trompe pas. Au Ouais, 100 pour- le au pas c- légalisé. Voilà, au 100% fight, ouais, c'était un combat qui était sur un ring, qui était en pancrace, si je dis pas de bêtises. Voilà, Ouais. ça remonte. Est-ce que toi, aujourd'hui, Morgan Charrière, il a envie de combattre en France, que ce soit à l'Ares, à l'Hexagone, tu vois, combattre en France tout court, ou non, toi, c'est l'UFC en France ou rien? Moi, non, je dirais pas que c'est l'UFC en France ou rien. Par contre, j'ai besoin vraiment, moi, d'être enfin, dans le circuit international. C'est vraiment un choix de ma part. Je pourrais combattre en France, mais il faudrait que ce soit plus dans une organe internationale qu'une organisation française. Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit une organisation française qui fasse l'effort de soit signer des internationaux dans le roster,
soit vraiment aller chercher des internationaux bons à l'étranger pour m'affronter. Euh, mais c'est compliqué de trouver des internationaux libres, free agent, pour t'affronter dans une petite orga française. C'est très très dur. Donc c'est quand même plus simple d'être au Cage Warrior, Bellator, PFL, One, etc. Pour te confronter aux meilleurs internationaux. Je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, d'autres vidéos. Moi, je suis pas hyper fan des match-ups franco-français, tu vois. Moi, j'aime beaucoup affronter des étrangers, faire pays contre pays, mon gym contre ton gym, on va voir c'est qui les meilleurs, tu vois. Moi, j'aime bien ce truc. Ça me permet vraiment de rentrer dans mon personnage de combat, quoi, dans le Morgan qui combat, le Morgan méchant. Quand ça parle français en face, que c'est un coin français, j'ai du mal, c'est pas pareil. Après, attention, s'il faut le faire, je vais le faire. Bien sûr. Mais ma préférence, c'est d'affronter des étrangers et de leur casser la gueule. C'est un plaisir sans nom, tu vois. C'est un plaisir pour moi de les frapper. Alors que de frapper des Français, ça me fait moins plaisir. C'est moi kiffant, tu vois. Parce que je me reconnais en eux, tu vois. C'est un peu similaire et j'ai l'impression qu'on se tire des balles dans le pied alors qu'on a un monde entier à aller affronter à l'extérieur, à qui casser la gueule plutôt que de se casser la gueule entre nous. Donc, sur le sol français, moi, j'aimerais beaucoup y recombattre. Actuellement, c'est pas du tout ma priorité. Déjà, de un, parce que dernièrement, maintenant, ça va mieux. Mais à une époque, je me suis pas senti respecté par le public français. Donc, pourquoi combattre en France? Tu vois, c'est genre, je préfère combattre en Angleterre, aux États-Unis, où les gens, ils me kiffent et ils me respectent, que en France, devant un public qui a pu me cracher dessus pas mal de temps. Tu vois, la balance, moi, elle est très simple. Je suis bien payé. Là-bas, quand je combats, les gens, ils sont comme des oufs. Tu vois, c'est vite choisi. C'est très vite choisi pour moi. Donc, à ce niveau-là, j'aimerais beaucoup, par contre, combattre en France quand même, parce que j'ai quand même beaucoup de soutien ici. Il y a beaucoup de gens qui me donnent énormément de force, etc. Donc, ça, je l'oublie pas. Tu vois, je fais la part des choses. Mais actuellement, ouais, non. J'ai pas un très gros focus pour combattre en France. Moi, je veux affronter les meilleurs mondiaux. Et pour l'instant, ils sont pas en France. Les plus grosses têtes, les mecs qui vont faire plus de grabuge, ils vont être sûrement sur le circuit américain. Donc, c'est rare qu'il y ait vraiment un match-up très énervé sur le sol français ou un match-up qui fait vraiment cliquer à l'international. Moi, c'est ça mon but, c'est de faire des combats internationaux qui font cliquer dans le monde du MMA global et pas que la sphère européenne ou française, quoi, la sphère française. Je veux pas faire des show matchs pour la France. Moi, c'est des show matchs pour l'Europe ou pour le monde. Comme avec Paul Hughes, Vucenic, etc. Tu vois, c'est des trucs qui touchent deux pays. Irlande contre France, Angleterre contre France. Moi, c'est le genre de trucs qui me font vibrer. Donc, c'est plus mon focus. Et j'ai vu Ouais, passer justement, je crois que c'est un tweet où j'en ai entendu parler de Paul Hughes. ouais, Euh, qui fait des cas ouais, pour toi, ça serait un combat, à franchement, l'UFC. potentiellement, ça serait bien à l'UFC. Et j'imagine qu'en Ouais, plus, bah, tu as envie de récupérer ta. Enfin, il y a eu la ceinture du cage. Enfin, je veux pas rentrer dans la polémique qu'il y avait eu à l'époque, mais voilà, la décision avait été hasardeuse. Donc, j'imagine que tu dois avoir à cœur de prendre ta revanche et que ce soit à l'UFC ou au cage pour la ceinture, j'imagine. ouais. Après, moi, je trouve que c'est un peu des call-out voilà, où tu jettes une pierre dans l'eau. Hmm. Il est pas à l'UFC, moi non plus. Comment tu peux te permettre de me call-out à l'UFC, tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai pas répondu. Je trouve ça enfantin, très naïf de sa part. S'il pense que je suis son ticket UFC, parce que c'est aussi ça le truc, c'est que Paul Hughes, il a pris la ceinture à Vucenic en novembre, je crois. Au Cage Warrior, il a fait une masterclass, il l'a frité, mais il l'a pas fini. Avant ça, décision contre moi, il finit pas. Avant ça, un autre combat, il finit pas. Il est que sur des décisions, c'est pas suffisant pour l'UFC, c'est aussi simple que ça. Et là, il pense parce qu'il est champion du cage et qu'il est irlandais et tout, enfin, il se prend un peu pour connard des fois, qu'il mérite directement d'aller à l'UFC. Du coup, là, il dort sur la ceinture. Ça fait 8 mois facile qu'il est champion. Pas de défense prévue, rien du tout. Il fait juste des tweets où il call out tout le monde à l'UFC. Moi, si je lui réponds, je lui répondrai plus. Si tu veux tant m'affronter que ça, ramène tes fesses au Cage Warrior, on fait la belle à la ceinture, le vainqueur, il repart avec tout. L'UFC et la ceinture, tu vois, c'est aussi simple que ça. Pourquoi tu me call out à l'UFC alors qu'on est dans la même organisation?
Moi, j'ai trouvé ça très débile de sa part. Donc, j'ai même pas répondu. En plus, il fait ça après que j'ai gagné ma victoire pour me prendre la lumière et tout. Donc, je le calcule pas. S'il me call out, en plus, ça veut dire qu'il a l'impression que je suis plus haut que lui. Enfin, tu vois, moi, j'ai trouvé le message un peu divergent de sa part, mais je serais très content de l'affronter à l'UFC. Si l'UFC, il trouve ça cool de le faire, bien sûr, pour l'histoire et tout. Mais je pense qu'ils en ont rien à faire, l'UFC, je te le dis. Je pense qu'ils en ont strictement rien à faire du type et du Morgan Charrière qui se call out pour, pour s'affronter à l'UFC. Donc, j'y fais pas trop attention. Je me vois pas plus gros que je suis, tu vois. Et Morgan, justement, depuis tes débuts, il me semble que tu es à la Bulgaria Top Team. Yeah. Est-ce que tu peux nous parler de cette relation que tu as avec Guillaume Pelletier? Justement, il y a eu des périodes où ça n'a pas dû être facile et tu es toujours resté fidèle à cette boîte de management. Je voudrais que tu nous parles un peu de cette relation. Ouais. Bah, en fait, moi déjà de base, je suis quelqu'un de très loyal et très fidèle j'ai des valeurs assez fortes qui m'ont été inculquées. Et je pense qu'avec Guillaume, on s'entend très bien parce qu'on est un peu pareil. Donc, j'ai pas spécialement ma langue dans ma poche. Ça a pu me jouer des tours ou quoi. Je pense que je dis ce que je pense et je suis quelqu'un d'assez droit. Du coup, ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas mon problème. Donc avec Guillaume sur ça, on est quand même assez similaires et il est très droit dans le travail, dans le business, il est très transparent. Moi, j'ai fait la démarche de le contacter pour qu'il soit mon manager et au début, il voulait pas me prendre mais je l'ai pas mal pris, tu vois. Je me suis dit, ok, c'est quelqu'un qui réfléchit et tout quand même, tu vois. Du coup, moi, je l'ai plus pris. Non, mais tu vois, vraiment, je l'ai plus pris de façon de non, il gère vraiment son truc, voilà, en réfléchissant, posant le pour et le contre. Au final, il a changé d'avis, il m'a signé, mais ça veut dire qu'il travaille pas avec n'importe qui, tu vois. Donc moi, je l'ai plus pris comme ça quand au début il m'a dit non, et du coup quand il m'a dit oui après, bah, j'étais hyper content. Donc bah, il a fait quand même une preuve d'ouverture, il m'a fait confiance, tu vois, parce que c'est moi qui l'ai démarché, c'est pas lui qui est venu. Donc il m'a plus ou moins fait confiance quand même, et on a plus ou moins commencé à me construire une carrière ensemble. Avant ça, il s'était passé n'importe quoi dans ma vie de combattant. Et Guillaume, il a beaucoup travaillé pour moi. Au début, maintenant, le MMA, ça a commencé à avoir le vent en poupe et tout, mais on gagnait rien du tout, hein. Et Guillaume, il est payé sur le pourcentage de mes cachets. Les cachets, c'était pas ouf, hein, tu vois. Et Guillaume, il a toujours fait quand même preuve voilà, d'honnêteté et de générosité envers moi, des trucs que tu peux pas cracher dessus, tu vois. Des fois, je gagnais 1000 balles, il me disait, vas-y, il me donne même pas le pourcentage, garde ton argent, je vais faire quoi avec 100 balles, 200 balles, tu vois. Mais c'est des petits trucs qui disent quand même beaucoup sur la personne et tout, surtout quand tu es un peu en galère d'oseille. C'est toujours ça qui fait plaisir. Et puis, je suis allé plusieurs fois en Bulgarie, j'ai rencontré sa famille, ses enfants, voilà, ça fait des années qu'on se connaît. Il m'appelle, ça va, tu vois, il se préoccupe de ce qui se passe dans ma vie, pas que la vie pro, ma vie personnelle, lui aussi, il connaît ma famille. Donc voilà, pour moi, ça va plus loin qu'une relation de travail. C'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance et je sais qu'il va prendre mon dos, tu vois. C'est pas qu'une relation pro où il va juste penser à son pourcentage, son machin, et si ça va pas dans son sens, tu vois, non, je sais que Guillaume, s'il me dit t'inquiète, je vais le faire, il va le faire. S'il me dit t'inquiète, je m'en occupe, il va s'en occuper. Je suis en conflit avec quelqu'un ou quoi, Guillaume, il se met sur le dossier, et je sais qu'il va pas le lâcher, tu vois, parce que on a cette relation, cette confiance qui s'est bâtie. Ça fait des années que je travaille avec lui. Il me connaît et il me connaît aussi en tant que combattant. On n'est pas que manager à distance. Il connaît mon style de combat, il connaît mon niveau réel, c'est-à-dire pas que mon niveau en combat, parce que souvent le combat ça diffère du niveau de l'entraînement. On est rarement pareil. Les meilleurs mondiaux, on va dire qu'ils sont pareils à l'entraînement qu'à la salle. Pardon, à la salle qu'au combat. Mais en général, des fois, ça varie un peu. Guillaume, il m'a vu en Bulgarie sur les stages, en France m'entraîner, il m'a vu faire des sparring, des guerres avec des machins. Donc quand on lui envoie un profil pour m'affronter, il sait tout de suite, ah ça, c'est un truc pour Morgan. Putain, ils vont tous croire qu'il va se faire déboîter, mais il va le tuer, tu vois. Et ça, c'est des petits trucs. Par exemple, si là, je signe avec un manager aux États-Unis, il pourra jamais savoir ça, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est des trucs importants. Et puis,
on a construit une carrière, etc. Maintenant, je suis bien monté. Je trouve que ça serait un peu lui faire un pied de nez que de, par exemple, partir, quitter son management. Parce que lui aussi, il a investi sur moi. Il gagnait rien du tout au début sur moi ou quoi que ce soit. Là, on va dire, ça commence à payer. Si je pars, c'est un peu être pas une très bonne personne. Donc, faut savoir rester droit, suivre le plan, faire confiance à son entourage. C'est toujours plus beau dans le jardin des autres, mais Guillaume, il fait très bien son travail, très malin. Il a construit la BTT au fil du temps. Moi, j'ai vu la BTT grandir presque. Et là, ce qu'ils sont en train de faire avec JB, ça commence à ressembler à quelque chose de vraiment pas mal du tout. Et je suis très content pour lui, je suis très content parce que Guillaume, il charbonne, hein. Il charbonne hein, tous les jours. Et il est sur son PC de 7h à 22h. À chaque fois que je lui envoie un message, t'es dispo? Ah bah ouais, bien sûr, je suis dispo, tu vois. Je peux l'appeler tout le temps, il est tout le temps prêt, il a des contacts partout, tu sais même pas comment il fait. Il est perdu à Sofia, en Bulgarie. Il a le numéro de tout le monde dans le MMA. Je sais pas comment il fait, le petit gars de Marseille. Mais non, ça fait plaisir. Puis travailler avec un Français, c'est un plaisir et tout. Donc ouais, non. Voilà. Morgan, pour revenir à ton actualité, actuellement tu t'entraînes à l'US Métro, la nouvelle salle de Johnny Ouais. Frachet. Tu as cité Eric Cara, ton préparateur mental. Comment ça se passe avec Johnny Frachet et la suite pour toi là? Comment ça se passe un peu ton quotidien rapidement? Alors, ça se passe vraiment bien. Le gym, ça a été une opportunité que Johnny il a eu il y a 3 mois, je crois. Et du coup, ils ont décidé d'en faire un centre de performance. Donc, on peut pas venir à l'US Métro s'il y a une lumière qui. Enfin, tu suis pas la lumière, tu rentres pas à l'US Métro parce que la lumière est allumée. Genre, il y a des sélections, il faut envoyer ta candidature par email, ton profil. Tu viens à l'entraînement. Si on te dit oui, tu viens à l'entraînement. Tu t'entraînes une fois avec nous. À la fin de l'entraînement, Johnny, déjà, il a vu plus ou moins ton niveau, ce que tu proposes, quelle personne tu es aussi. Très important. Et on va te dire si tu peux rester ou pas. Il va aller voir deux, trois personnes avec qui tu as tourné. Tu penses quoi de son niveau, comment il tourne, etc. Ensuite, peut-être tu peux rester avec nous. L'objectif, c'est pas de faire ami-ami, c'est pas de quoi ou de machin. Machin, il m'a ramené. Il n'y a pas de favoritisme. C'est une équipe pro, performance. Il y a des amateurs aussi, mais c'est pareil, c'est de la performance. On a cours tous les jours, donc pour l'instant, on a un entraînement par jour, donc de 10h à midi ou 10h30 midi. On a une infrastructure de malade. Ils sont en train de mettre des plannings en place de fou avec des cours le soir, etc. Voilà, où tu peux faire ta prépa, tout sur place. On organise des sparring toutes les semaines. Tu as des académies qui viennent de Paris. Donc là, on a eu la Snake Team qui est venue, on a eu la Old School, on a eu les gars de Lille qui sont venus, Mustapha Aida, etc. Amine qui vient aussi. Et là, en présentiel qui sont dans l'équipe, on a Lapillus, Tyler Lapillus, on a Mansour qui vient de temps en temps maintenant, Mehdi Ben Lagdar, Mehdi Ben Ali, Nassim, Azael, enfin bref, la liste est longue comme mon bras, de tueurs sur le tapis. Johnny nous fait des cours magiques. Et voilà, le niveau est tellement haut, c'est que la compétition, même nos amateurs, c'est des mecs qui performent aux IMAF. Donc on se tire tous vers le haut, il n'y a pas de mauvaise ambiance, d'égo mal placé, mais il y a de la compétitivité. Donc on essaie toujours d'être meilleur que le partenaire, de se pousser, etc. Mais c'est pas avec un mauvais esprit. Et on essaie de faire quelque chose de vraiment pro, très propre. Et on veut rivaliser avec les plus grosses équipes mondiales. Tu vois, c'est pas rivaliser avec les équipes françaises ou européennes. C'est mondial. Donc pour l'instant, je pense que sur les résultats, on est plutôt bien. Je crois qu'on n'a qu'une seule défaite sur je sais pas combien de victoires. Et Johnny, il est hyper investi. Johnny, Diego, on a Eric, un autre Eric qui est le coach du sol, hyper technique, hyper fort. Diego, c'est un lutteur qui est un lutteur de ouf qui a préparé Glover Teixeira et je sais plus qui il n'est pas connu, hein, mais voilà, il s'est entraîné aux États-Unis, à Cuba, en lutte et c'est un tueur. Il nous entraîne. On a un coach de boxe française, une dinguerie en pied-point. Il vient, il nous fait des cours, tu vois, et sur les sparring, on fait des sparring
nom sur le tableau, machin, tac, tac, tac. On filme les sparring, hop, tu vas faire ça. Ensuite, chacun, on imite l'adversaire de l'autre. Enfin bref, on est en train de vraiment bien s'entraîner. Le but, c'est de tous se pousser. Voilà, il n'y a pas de compétition entre nous. C'est d'aller affronter les autres et de faire des belles perfs, des beaux trucs. Donc voilà l'US Métro, ce que c'est. Et Morgan, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui découvrent le MMA, qui vont sûrement se lancer. Si tu avais un conseil à leur donner, et au passage, si toi, tu avais un conseil à donner à Morgan quand tu commences le MMA, ça serait lequel? La patience, c'est ça mon conseil, la patience. Franchement, il faut être patient dans ce milieu. Tout vient à pointe, à qui sait t'attendre, comme on peut dire, si on veut prendre une citation, mais c'est vraiment patience, patience. Patience pour passer pro, patience dans ta pratique, patience pour apprendre les choses. Ça met du temps, ça met du temps. Le MMA, c'est un sport à maturité très tardive. Il faut être construit en tant que personne, en tant qu'homme, pour pouvoir faire des grosses perfs, faire des guerres, mentalement être présent fort. Ça va plus loin que juste du sport de combat. Le MMA, c'est très difficile. Ça demande beaucoup de patience. Ça demande de vraiment se décider, d'être dans ses retranchements, de tout voir. Donc déjà, le parcours en amateur, il est hyper important. Il faut y rester le plus longtemps possible. Et une fois que tu es pro, il faut être patient. Chaque combat est important, mais il ne faut pas se précipiter. Des fois, on va te proposer des short notices contre des mecs, tu as l'impression que c'est l'offre de ta vie. Tu peux dire non. Patience, attends, prépare tes combats, 8 semaines, tac. Enfin voilà, c'est patience parce que c'est un milieu, c'est impardonnable, tu vois. Tu perds, ça y est, c'est la fin du monde, tout le monde t'enterre. Ouais, Tout le monde oublie tout ce que tu as pu faire avant. Mais je parle pas spécialement de moi, tu vois, je te parle de mecs à l'UFC. bien sûr. Ils sont top. Ils prennent une défaite, ça leur chie à la tête. Tu te dis, ouais, mais attendez, t'as le droit de perdre. Tout le monde est fort, hein. Oh, tout le monde est fort à un moment. C'est bien que tu parles de ça parce que juste avant, avec Guillaume, on parlait justement de Cyril Gann Ouais, tu tu vois, vois. voilà. Ouais, ou alors, faut être plus mesuré, tu vois. Tu peux pas encenser un fighter et il perd. Forcément, je peux comprendre que ça déçoit parce que ça te tenait à cœur, mais l'enterrer pendant des mois, et là il passe au combat d'après, et t'es encore dessus, ouais, il fait un petit truc, ouais, bah commence par gagner tes combats, machin. Tu vois, par exemple, si on parle de Cyril Gann, il y a des gens qui lui disent commence à gagner tes combats. Il a pris 2 défaites, je crois, contre Ngannou et Jones. Enfin, Ouais. voilà, on peut critiquer, on peut voilà, avoir le seum de sa performance contre Jones, mais on peut pas cracher sur l'athlète et même sur ce qu'il a ramené en France, sur la visibilité, sur le côté mainstream, un des premiers à prendre une ceinture à l'UFC, même si c'est intérim. Tu vois, Donc du coup, ouais, malheureusement, le public français très très dur quand il y a des défaites et c'est pas forcément la solution. On est en train de dire Morgan. ouais, c'est dommage. Enfin, c'est un petit peu dommage. Je peux comprendre qu'il y a comment dire, de la déception et que ça tenait à cœur aux gens. Je pense que c'est ça qui s'exprime plus que vraiment de la méchanceté, mais c'est mal dit en fait. C'est très mal dit, c'est très méchant. Euh, Déjà, en tant que fighter, tu as déjà le seum toi-même. Tu t'enterres souvent déjà toi-même tout seul. Mais quand en plus, voilà, les gens ils reviennent, c'est pesant quoi. C'est pesant et souvent, bah, ce que ça crée, c'est que tu as beaucoup moins de partage de la part du combattant. Ça va faire, bah, ils vont se renfermer sur eux-mêmes. Il y aura beaucoup moins de communication, il y aura moins d'inside. Enfin voilà, moi, je parle de mon expérience personnelle. Maintenant, je communique beaucoup moins. Je dis beaucoup moins ce que je fais. J'annonce beaucoup moins les choses. J'essaye moins de faire plaisir aux gens. Voilà, je fais mon truc de mon côté. Je kiffe tout seul. Tu vois, avant, c'était plus un partage avec les réseaux. Voilà, tac, tac. On a gagné, on a perdu, bam, bam. Mais dès que ça part dans le mauvais truc, tu te dis, ah, tu prends une distance du truc et je pense que Cyril, ça va être la même chose. Il va être beaucoup plus distant. Nassourdine, ça va être la même, ça a été la même chose. Enfin, tu vois, on est dans le même schéma à chaque fois. Il y a... C'est dommage parce que forcément, et en plus après, tu as les autres combattants qui peut-être se disaient, tiens, je vais me lancer
faire un peu plus de com sur les réseaux, je vais essayer de faire kiffer les gens, faire des trucs un peu stylés et tout. Quand tu vois les retours de flamme que les autres ils se sont mangés, tu te dis, oh, moi je vais juste combattre, je crois, je vais rien dire en fait. Donc c'est dommage parce que du coup après on se fait chier dans le MMA, il se passe plus rien, plus personne qui fait rien, plus de vidéos stylo, plus de personnages, tu vois, il y a personne qui va essayer de faire quelque chose. Là, tu vois, par exemple, ça me fait penser à Cédric Doumbé, c'est un peu la même chose. Le mec, il ramène quand même quelque chose. On peut aimer ou ne pas aimer, mais il ramène quelque chose avec c'est son clair. et sa façon de faire et tout. Attention, c'est un moment, il en a marre, il n'y aura plus. Et on va se faire chier. Là, il y a de l'entertainment. Les gens, ils sont contents d'être méchants avec lui et tout, de voilà, lui cracher dessus, ou inversement, de le suivre et d'être hyper content. S'il le fait pas, on va se faire chier. Et c'est dommage pour les MMA français. Après, je pense que c'est aussi une question d'éducation du public. Le sport est encore très jeune. Les combattants aussi, nous, on n'a pas l'habitude. Tu vois, je parle pas avec la science infuse ou quoi. On n'a pas l'habitude non plus. On n'a pas l'habitude d'être des athlètes de haut niveau comme des footeux, comme un combattant de boxe anglaise, etc. On n'a pas l'habitude que tous nos faits et gestes soient scrutés, que tout ce qu'on dit soit sorti du contexte, découpé, utilisé pour faire du clic, etc. Nous, on est encore dans le monde des bisounours, tu vois. On n'a pas l'habitude. Et là, on est en train de payer l'addition, enfin, de voir, voilà, d'ouvrir les yeux, de ok, peut-être maintenant, il faut faire attention au déclin, il faut que je fasse attention à mes vidéos, il faut faire attention à ci, à ça, à ce. Du coup, ça va soit lisser le MMA et on va tous se faire chier, soit les combattants ils vont dire rien à faire et on va avoir des trucs cool. On verra. Mais pour l'instant, pour moi, on part plus dans l'optique où, vu qu'on est français et tout, on a un peu du mal sur tout ça. Ça va lisser le MMA. Il n'y aura pas énormément de profils entertainment et tout qui font de l'animation parce que c'est dur à porter sur ses épaules. Toute cette pression, c'est beaucoup de pression d'essayer de faire vivre le sport ou de déclencher des émotions chez les gens, que ce soit positif ou négatif. C'est énormément de pression en plus que le combat. Et le combat, c'est déjà beaucoup de pression d'aller gagner un combat, de se retrouver dans la cage et de se péter avec quelqu'un. Si en plus tu te dis, il y a une armée de gens qui m'attendent au tournant, tu vois, ça demande beaucoup de communiquer et de mettre son image comme ça à profit du sport. Bien sûr, on le fait aussi parce que nous, ça nous rapporte quelque chose, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On peut aussi combattre que pour nous et pas trop calculer le public et rendre ça très chiant. Donc voilà. Et Morgan, si tu avais un adversaire en tête que tu aimerais affronter à l'UFC par exemple. Charles Jourdain. Ok, ouais, ça serait un putain de combat. Ouais, c'est clair. En plus, il faut que je lui prenne le titre de pirate. J'aime pas trop le fait qu'il se pavane en piraterie à l'UFC. Il n'y en a qu'un seul. Donc, il a une cible sur lui. Il a une cible sur lui. En plus, je sais qu'il parle français. Je sais qu'il suit mes combats et tout. J'ai déjà vu des podcasts où il le disait. Comme ça. Mais j'ai pas d'animosité. Hein. Mais ouais, bien sûr. C'est sportif. Que si je veux me battre avec lui, et je pense que le combat serait ouf. Je pense que le combat serait ouf. Je pense que nos deux styles, ils seraient plutôt cool. Mais bon, on va pas se projeter non plus trop loin. Mais voilà, s'il y a une cible comme ça que je dois te lancer, ouais, ça serait Charles Jourdain. Super. Et Morgan, tu as une marque de vêtements, il me semble. Ouais. Bon, ça sera en description. Je sais pas si les auditeurs du journal du Fight et de After Fight y connaissent. Donc, il y a une marque de vêtements, casquette, bob, c'est ça? Exactement. Bon, les bobs, c'est compliqué. Ils sont tout le temps en rupture de stock, sold out direct. Victime de Mais leur ouais, succès. voilà, il y a ma casquette. Il y a des casquettes. Des fois, on fait des maillots. Bah, là, j'ai mon maillot sur le dos, tu vois. Mais pareil, les maillots sont sold out direct. Là, il n'y a plus de maillot dispo. Il n'y a plus de bob. Là, il reste que les merch basiques. On a des petits pulls pirates un peu stylés pour sortir tranquille. Les casquettes, des t-shirts. Et puis pour les collections vraiment capsules, on fait des annonces à chaque fois sur mon Insta ou sur le Insta de la marque, donc GorizNation, goriznation.com. Il y a tout en description, les gars. Donc, si Yes. vous avez. Des petits trucs sympas, franchement, on essaie de faire vraiment des trucs de qualité. C'est tout le temps en édition limitée. On fait entre allez, 300 et 500 stocks de stocks à chaque fois. Des fois, on fait des préventes pour permettre aux gens qui n'ont pas eu les stocks de pouvoir commander. Mais voilà, l'objectif, c'est juste de faire des habits qu'on aime bien. On peut soit les mettre dehors, soit s'entraîner avec. De créer une petite histoire autour. Il y a toujours quelque chose qui se passe avec. Autour, voilà, c'est une marque pour nous, pour les outsiders, les gens résilients. Et puis d'ailleurs, on va essayer de sortir une collection bientôt. Donc il faudra être sur les appuis pour essayer de se la procurer parce que ouais, ça part vraiment vite. Ça part très vite et
on n'ambitionne pas à en faire énormément de stock. On aime bien que ce soit pas disponible pour tout le monde, que ce soit justement limité, qu'il y ait une histoire avec ce qu'on vend. Et quand tu l'as, tu es content de l'avoir et tu y fais attention aussi parce que tu pourras pas en recommander, sauf les casquettes ou les trucs du genre. Mais voilà, voilà pour la marque. Et il y a un programme aussi Pégase, c'est ça, il me semble? Ouais, ça c'est des programmes de sport qu'on vend. Donc bah moi je suis de base je suis de formation coach sportif, donc j'ai fait licence STAPS, etc. Donc je me suis aussi fait connaître sur internet grâce au coaching sportif. Et donc j'ai un site de programmes Réveille ton potentiel où il y a des programmes pour faire du cardio, des programmes pour s'entraîner chez soi au poids du corps, des programmes pour la salle, la nutrition, un peu de tout pour progresser. Et d'ailleurs, moi, je voulais te remercier pendant le confinement. Tu avais été beaucoup présent pour moi. Voilà, sur Decathlon. Merci Decathlon, merci Morgan, Les athlètes, franchement. t'as fait les entraînements et tout? Ouais, ouais, je les faisais. Ouais, ouais, je Ah, les faisais. J'étais dans un petit appartement confiné et franchement, je me suis régalé. Donc, les gars, je vous invite à aller suivre les sessions d'entraînement de Morgan et on transpire, hein, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Donc, c'est ça que non, t'as vu, j'appréciais vraiment. j'ai essayé de faire en plus des entraînements quand même assez compliqués, enfin assez durs à suivre, mais juste au poids de corps avec pas grand chose. Et même moi, tu sais que j'avais pas l'habitude de faire des entraînements comme ça. Et à des fois, à des fins de séance, je me disais, oh là là, la séance de fou! Et tu vois, avec rien du tout. Donc, même moi, ça m'a permis d'apprendre à faire ce genre d'exercice, de créer des séances sans rien au poids du corps, mais faire des trucs challengeants ou au moins. Où tu t'ennuies pas pendant la séance, quoi. Donc même moi j'ai kiffé et merci à Decathlon parce que c'est grâce à eux, hein. C'est eux qui m'ont contacté, qui m'ont dit ouais on aimerait bien que tu t'animes des lives et tout. Et j'ai dit bah ouais pas de souci. Donc c'est vraiment parti de là. Donc merci à eux. Terrible. Morgan, merci pour le temps que tu m'as accordé. Yes, Merci pour les auditeurs du Journal du Fight. J'espère que vous aurez été contents d'avoir d'avoir écouté Morgan. Chez After Fight, à chaque fin d'interview, il y a un petit quiz. C'est la tradition chez nous. oui. Donc voilà, tu t'échapperas pas à la tradition. Envoie le quiz. Let's go. KO ou soumission? KO. Entraînement ou combat? Ah Euh, combat. Cardio ou musculation? Cardio. Coca normal ou Coca zéro? Coca zéro, la diète. Et ton repas préféré hors diète? Hors diète. Ah, ça va pas être incroyable, mais j'aime trop les pokés, moi. Ok, ça tue. Po- Poké saumon, ananas, riz, petite sauce sucrée. Je suis injouable avec ça. C'est noté. Morgan, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Yes. Force à toi pour la suite. Voilà, n'hésitez pas à aller suivre Morgan sur ses réseaux. Je pense que vous le connaissez tous. Donc voilà, je vous apprends rien. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu et je te souhaite une très bonne continuation. Et merci Merci. pour la force pour notre podcast à Guillaume et moi. C'est cool. Merci beaucoup.